Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue à cette autre livraison de cet hebdo sur Spectrum Télévision. Comme l'exige d'ailleurs la tradition, de même qu'il en est du respect de la ligne éditoriale de cette émission, cet hebdo de ce dimanche, je reviens sur l'actualité dominante de la semaine dans la presse locale, les élections régionales et la situation sécuritaire dans le sur l'opération Bamenda Clean ont largement été traités par la presse. S'agissant des régionales Cameroun Tribune, en plus de dire que le rendez-vous est pris pour le 6 décembre 2020, s'inspirant du décret portant la convocation des collèges électoraux signé par le président de la République, indique également qu'au sein des formations politiques et dans le milieu du commandement traditionnel, l'on s'active pour définir les critères de sélection. Et le dit quotidien de voir en cela le temps des manœuvres. Cependant, la nouvelle expression observe des incohérences entre l'État et les départements, s'agissant bien sûr de la population et leur représentativité dans les différents conseils régionaux. Le même quotidien ne s'empêche pas aussi de parler de bras de fer entre Kamto et Biya, relevant par la suite l'obstination du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun à descendre dans la rue. Une position qui, à en croire la nouvelle expression du 8 septembre 2020, est soutenue par le Social Democratic Front. Mutation pour sa part, attend de voir ce qui va se passer d'ici le 6 décembre 2020, date des élections. Le dit quotidien s'inspire des positions diverses dans lesquelles campent Paul Biya et Maurice Kamto, des titans, comme le laisse croire Mutation dans sa parution du 8 septembre 2020. Pour ce qui est de l'opération Bamenda Clean, la nouvelle expression fait observer que l'armée camerounaise brandit l'artillerie lourde pour protéger et sécuriser les populations et environ de la région de l'ouest du nord-ouest du Cameroun. La dite opération a été lancée le 8 septembre 2020 par les autorités au sommet dans la région du nord-ouest. Poursuit la nouvelle expression. Pour Cameroun Tribune, cette opération fait suite aux régulières attaques meurtrières, lesquelles installent un climat de peur dans la région du nord-ouest. Il est donc désormais question de traquer les auteurs de ces crimes à Bamenda et dans les environs. Dans la même veine, les autorités sécuritaires au sommet dans la région du nord-ouest invitent les populations à collaborer et à soutenir leurs efforts. Poursuit le quotidien bilingue camerounais. Mutation voit en cette opération une remobilisation des troupes. Pendant ce temps, le quotidien Le Jour, dans sa parution du 9 septembre 2020, analyse cet état de choses comme une détermination des forces de défense et de sécurité à mettre hors d'état de nuire tous les miliciens et leur soutien dans la ville. Quelle lecture nos invités choisis comme toujours sur le volet font-ils de cette actualité dominante dans la presse locale? On le saura au terme du temps consacré à cette émission 2 heures d'horloge. Nous sommes bien sûr sur STV. Faisons à présent connaissance avec nos invités déjà bien installés en plateau ce dimanche. Vincent de Paul Yédé, conseiller municipal PCRN dans la commune d'arrondissement de Douala 3e. Il est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, monsieur le conseiller municipal. Bon après-midi, Nassis. Et bonjour à tous les panélistes et à vos millions de téléspectateurs. Vous avez certainement entendu parler de la démission de Cyril Sambaka de l'UDC. Il a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue à Douala le 10 septembre 2020. Quelle lecture en faites-vous? En réalité, c'est la fin d'une histoire d'amour entre le parti politique UDC et M. Sambaka, qui en réalité était, dans d'autres circonstances, on dirait le compagnon de lutte du défunt Dr Ndamjoya qui est décédé. Et justement, après son départ, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc, pour rester fidèle à lui-même, il a préféré claquer la porte. Il n'a pas fait comme d'autres. Il aurait bien pu décrier un certain nombre de choses. Il aurait bien pu engager un bras de fer comme ça s'est vu dans d'autres partis politiques. Nous lui souhaitons tout simplement un bon vent. Et surtout que c'est une personne pour qui le PCN a une très grande admiration.
Nous espérons que lorsqu'il aura fini de souffler, il pensera à regarder de notre côté. Vous savez, on parle toujours des bons vieux. Et nous disons PCN, c'est un bon vieux. Voilà, on a compris, j'espère qu'il vous a suivi. Également en plateau ce soir, ou cet après-midi, devrais-je plutôt dire, avec nous, Dr Simon Marcel, communicante pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Renassis. Bon après-midi aux copanélistes. Bon après-midi à vos milliers de téléspectateurs. Le chef de l'État, Paul Biya, vient d'ordonner un plan de reconstruction de l'extrême nord, d'après l'œil du Sahel. Cela fait suite aux plaintes de l'élite et des populations de cette partie du Cameroun. Peut-on dire que le président de la République a cédé aux plaintes de l'élite de l'extrême nord? Parler de céder aux plaintes des élites, je vais dire non. Mais simplement, c'est une autre occasion de voir le chef de l'État en tant que père, comme il a toujours été. C'est un père qui regarde tous ses enfants, c'est un père qui entend les cris de ses enfants et c'est un père qui agit au moment opportun. Donc on va simplement dire que le moment est arrivé d'agir. Et il l'a fait. Et qu'est-ce qu'on met dans le plan de reconstruction? Le plan de reconstruction, effectivement, met en exergue la reconnaissance de cette partie du territoire qui semble parfois être oubliée, vu les différents soucis que l'on rencontre dans cette zone-là. Ça, il faut le dire également. L'absence des routes, les difficultés que l'on observe jour et nuit, ça vous le décriez dans les médias. Donc, cette reconstruction met simplement en exergue l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, il essayera, n'est-ce pas, une fois de plus, d'accentuer, de mettre beaucoup plus d'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie. Également présent avec nous cet après-midi chez le docteur Louison et Somba, habitué donc de ce plateau. Il est enseignant de droit à l'université de Douala. Bon après-midi. Bon après-midi Narcisse, bon après-midi à tous les nombreux téléspectateurs de STV. Je salue avec respect les autres copanélistes. J'espère que nous aurons les moyens suffisants pour éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. À vous, j'aimerais qu'on parle de la rentrée scolaire 2020-2021, d'après l'œil du Sahel, dans sa récente publication, parle d'incertitude. Aurait-il rentré en octobre prochain ou pas? Bien entendu, écoutez, les résultats du bac venaient d'être publiés avec les scandales que nous avons enregistrés à ce sujet. Et l'État avait déjà décliné justement le calendrier relatif à la rentrée scolaire. Je pense que, vous savez, quand l'État posait les balises, un peu comme le cas pour la régionale, les élections régionales, les choses vont toujours se tenir parce que l'État, comme on le dit toujours, est détenteur de tous les moyens possibles pour accompagner ses convictions, ses missions et surtout, vous savez, la conception de l'État, c'est d'amener les populations, surtout les jeunes, à pouvoir mettre en œuvre les connaissances à travers la mise en place de l'éducation. Vous savez, sans l'éducation dans un État, celui-ci tombe. Donc, tous les moyens de l'État sont réunis et mobilisés pour que cette rentrée ait effectivement lieu. Et je pense que même à l'université, moi je sors des surveillances, nous sommes encore en plein rattrapage. Nous avons la pression du recteur pour qu'au plus tard, le 31 de ce mois, nous puissions fermer les portes, aller se reposer pour revenir en octobre, question de relancer l'année académique. On va rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous suivre en direct sur Facebook. Donc l'émission c'était actuellement en direct sur Facebook. Notre quatrième invité, évidemment bien sûr il faudrait encore le présenter, c'est Denis Kobo, journaliste et consultant de cette émission. Bon après-midi Denis Kobo. Bon après-midi Narcisse, peut-être dans la présentation, on oublie souvent de dire que c'est quelqu'un qui est toujours là et qui, contrairement à la plupart des Camerounais présentés à tort comme des modèles, ne fait pas de navette entre une opinion et l'autre, ne fait pas de navette entre un camp et l'autre. En réalité, quelqu'un qui, dans la tête, n'est ni de la majorité, ni de l'opposition, mais qui est valablement pour la justice. C'est pas facile dans un pays où le clientélisme, la rente et le malice guident certaines personnes, je dis prétendument intéressantes, qu'on voit sur les réseaux sociaux parfois, où vous voyez les trolls et me suivent sur Twitter, sur Facebook, mais sans réussir à faire en sorte que on pense comme eux.
Je me souviens que dimanche dernier, vous annoncez un nouveau Denis Kobo qui sera plus acerbe désormais dans ses propos. Oui, qu'est-ce qui motive cela? Mais parce que notre pays est en guerre. 3 fissures sécuritaires. Guerre à l'extrême nord, guerre à l'est, guerre au Nozo et d'autres guerres qui se préparent par les mêmes personnes. Donc j'ai envie de dire, et là je continue aujourd'hui en disant que le Cameroun est victime d'attaques internationales à ses frontières. Il faut retenir que j'ai dit comme ça et que si ceux qui ont l'achat de l'État ont envie de m'interroger, qu'ils me convoquent demain à la police pour que j'explique que le Cameroun est victime d'une attaque organisée, une attaque internationale à ses frontières. Et c'est ça qui pose problème depuis 2016. On a les discours ambigus. Vous avez des citoyens qui arrivent sur les plateaux de télévision qui disent des choses suffisamment graves qui ne pourraient être dites nulle part ailleurs dans le monde. On peut être dans un État organisé, on permet à n'importe quel imbouk de prendre la parole publique pour créer des tensions inutiles, créer des guerres, faire en sorte qu'il y ait des morts. Moi, je suis au quotidien, je côtoie des gens qui ont fui leur village, des gens qui ont fui des villes, des gens qui ont tout perdu. J'ai tout récemment été encore avec un ami qui venait de conduire, qui a tout perdu. Et quand il m'a sorti, c'est relevé bancaire. Il dit, monsieur, voici ce que j'étais. Et là, je suis réduit à venir commander un morceau de poisson. Vous pensez qu'on va rester tranquille, venir côtoyer au quotidien des gens qui, par le discours ambigu, vous mettent à mal la sécurité de vos enfants, de vos familles et de vos amis? Il faut que les Camerounais assument leurs paroles et se déterminent par rapport à ces grands courants qui concourent à déstructurer leur pays. Alors, ça, c'est important. Vous gardez la parole de Nicobo. Le jeune Kevin, soupçonné d'avoir participé à la fraude au baccalauréat, a été libéré jeudi dernier. Sa détention provisoire, il faut le dire, a été levée par le juge d'instruction. Alors, et vous, David, avec ceux qui pensent que cela fait suite à la mobilisation des hommes politiques et à la célébrité de la musique et des footballeurs qui ont demandé à ce que ce jeune soit libéré? Je suis parent d'enfants. Je suis enseignant et je suis journaliste. Et toutes ces qualités-là, tous ces titres-là, me permettent de parler en toute responsabilité des problèmes qui se posent chez nous. Donc il y a eu un cas, un jeune qui est interpellé dans le cadre d'une enquête et d'une plainte aussi. La justice doit exister dans un pays normal. Et tous ceux qui prennent la justice entre leurs mains sont ceux qui participent à la coalition. Il y a la coalition des fraudeurs. Et il y a une solidarité des fraudeurs. Donc, toute personne qui a eu à tenir des discours pratiquement embarrassants sur le fait qu'on aurait interpellé un innocent, on a interpellé un suspect, et la justice devait faire son travail. Ce travail-là va continuer. Donc, le juge d'instruction a jugé nécessaire de laisser comparaître Kevin libre. Ça, c'est ce qu'on retient. Tout autre commentaire sur les procédés judiciaires ne serait que de la surenchère et des tentatives de récupération. Moi, je me suis régulièrement mobilisé pour la libération de personnes, notamment des journalistes. Et chaque fois que je me suis mobilisé pour la libération des journalistes, c'est parce que j'estimais sur les éléments de droit qu'il y avait eu violation du droit. Alors, lorsqu'un citoyen est interpellé régulièrement, même si un journaliste est interpellé régulièrement, vous n'allez jamais nous voir en tant que syndicat, je l'ai dit, que la personne serait relâchée. On demande que les procédures judiciaires respectent la loi. Donc, un citoyen normal, lorsqu'il appartient encore à un État, doit toujours défendre ce qui relève du droit, ce qui relève de la loi. Or, exiger la libération d'un suspect sans autre forme de procédure, sans préjudice de ce que le juge d'instruction devait apprécier, je crois que ça participe un peu de l'ensauvagement de la société et ça fait partie des choses qu'il faut désormais dénoncer avec beaucoup de vigueur. Les gens qui ont tenu ce discours ne voulaient pas que Kevin soit libéré. Et là, nous l'avons dit la semaine dernière, il y avait des gens qui tenaient à ce que Kevin soit incarcéré pour leurs intérêts. C'est-à-dire que ça devait être un instrument de surenchère. Il faut aussi savoir que la justice est politique. D'accord. La justice est un instrument. On va pas s'éterniser sur ce sujet. C'était juste une première mise en bouche de Nicobo. Parce que ce n'est pas fini, on peut ne pas bien. J'ai dit, la justice est un instrument
qui sert la souveraineté de l'État. Donc, la justice peut, au nom de la souveraineté de l'État, décider de prendre telle ou telle mesure. Et il ne faut pas que quelqu'un qui est en embuscade essaye d'interpréter ça selon ses propres visées. Voilà qui est bien dit. Petite transition avant que d'embrayer sur le premier fait du jour. Balle au centre, on va commencer dans le match à l'instant. Vous l'avez certainement déjà lu depuis votre petit écran. Le premier sujet, régional 2020, Paul Biya met la balle au centre. Alors, docteur Simon Marcel, la convocation des collèges électoraux pour le 6 décembre 2020 est-elle opportune au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Nozo depuis pratiquement 4 ans? Avant de donner toute tentative de réponse, il faudrait comprendre que la convocation du collège électoral n'est que l'aboutissement ou alors la fin d'un processus. On a commencé par les élections présidentielles. Nous sommes allés au double scrutin municipal et législatif. Il était de bon temps qu'on achève ce processus par les élections, par l'élection régionale. Donc c'est la fin d'un processus. Dans la période de crise. Surtout, permettez, moi je vais vous dire, en 2018, quand on passait à l'élection présidentielle, il y avait crise. À moins que vous allez me dire le contraire. Lorsqu'on passait à l'élection double scrutin municipal et législatif, il y avait crise. Donc, en fait, les élections régionales, l'élection régionale est simplement là pour résoudre, moi je vais dire ça comme ça, une partie, ou alors est un élément de réponse aux crises que l'on vit dans le Nozo aujourd'hui. On a parlé de décentralisation, on a parlé d'implication des populations dans la gestion de leurs affaires, on a parlé de l'implication des populations dans le développement local. Donc je ne peux pas comprendre au jour d'aujourd'hui qu'un individu doué de sens refuse de comprendre ou alors d'accompagner l'élection régionale. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est une élection qui permettra simplement aux élus, en ce moment-là, de s'impliquer concrètement, non seulement dans les affaires de leur localité, mais également dans leur développement. Donc il est de bon ton que toutes les parties prenantes s'impliquent, c'est-à-dire les partis politiques, c'est-à-dire les hommes qui ont de l'intérêt pour leur localité, afin que chaque région, chaque localité puisse se développer dans de bons sens. Donc on ne peut pas maintenant, au jour d'aujourd'hui, prendre la crise anglophone ou encore Boko Haram comme un élément perturbateur de l'élection régionale. Je crois que c'est très léger et c'est pratiquement un faux fuyant. Donc c'est opportun. Naturellement. Alors, Vincent de Paul Yédé, les élections régionales devraient-elles se tenir dans un contexte marqué par la crise sociopolitique? On sait ce qui se passe dans l'extrême nord, à l'est du Cameroun, ces problèmes sécuritaires et puis la crise sociopolitique dans le Nozo. Je voudrais vous rappeler, comme vous l'avez dit ici, que je suis conseiller municipal pour le compte du PCN à la commune de Douala-Croix. Donc nous sommes une formation politique et au courant de cette semaine, le président du PCN a fait une sortie pour dire que le PCN ira aux élections régionales. Donc, et il a expliqué pourquoi est-ce que nous allons aux élections régionales. Non seulement nous avons les élus, mais au-delà de cela, c'est une tribune qui nous est offerte pour continuer à tenir notre discours de manière publique, pour nous adresser d'une part aux élus, pour leur présenter notre offre, d'autre part pour les challenger, parce que nous pensons que nous allons doublement les rendre responsables, aussi bien les conseillers municipaux pour la gestion dans les communes, mais aussi pour le choix des élus qu'ils auront fait au niveau régional. Donc pour le PCN, nous allons à ces élections, ça nous permettra de continuer à discourir, mais également d'apprendre. Parce que vous savez, lorsqu'on participe à une compétition, où on remporte, où on en tire des leçons. Le PCN, au vu du nombre de conseils municipaux que nous avons, nous n'avons pas la prétention de gagner cette élection.
Mais nous allons à cette élection et nous proposons de nous présenter dans les 10 régions pour que nous ayons la possibilité, durant la période de la campagne, de nous adresser, là je vais me répéter, de nous adresser aux élus et de prendre le peuple à témoin pour dire, nous avons présenté des hommes de qualité, des hommes qui sont capables de défendre les intérêts de la région. Vous savez qu'au PCN, nous promouvons le fédéralisme communautaire. Nous avons pris part au grand dialogue et l'une des recommandations du grand dialogue était le statut spécial des zones en crise, le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce statut spécial passe forcément par les élections, par ces élections régionales au cours desquelles ces 2 régions du pays vont enfin pouvoir s'auto-gérer. Non seulement les 2 là, mais les 10 d'une manière générale, mais les 2 là d'une manière spéciale. Donc, pour toutes ces raisons, le PCN va aux élections. Sauf que tout n'est pas bien dans le meilleur des mondes possibles. Nous savons quand même que le RDPC a déjà commencé ses manœuvres d'intimidation par des conseils de discipline. C'est-à-dire, il tient d'une main de fer ses élus pour leur dire, faites gaffe, les élections arrivent. Ils ont vu toutes les velléités d'émancipation au long des choix des maires lors des dernières élections. Et donc, ils ont procédé à des conseils de discipline qui ont sanctionné, question de mettre tout le monde au pas, de leur dire, vous n'aurez qu'à respecter la discipline du parti si vous ne voulez pas être sanctionné. Donc, sur ce point de vue, dire que la balle est au centre. Non, la balle est au centre, c'est comme si tous les intervenants avaient les mêmes chances de participation. Nous n'avons pas les mêmes chances que le RDPC, mais nous tenons à saisir notre chance et à maintenir notre voix. Ne l'oubliez jamais, le PCN est la 2e force politique du pays. Donc, on ne peut pas participer aux éliminatoires d'une compétition et ne pas prendre part à la phase finale. Voilà. Alors, Dr. Lison Essomba, peut-on parler d'une contrainte constitutionnelle à organiser ces élections régionales ici décembre prochain? Si oui, comment peut-elle être possible au moment où certains éléments constitutifs du collège électoral, notamment les chefs traditionnels, ont fui les villages? Narcisse, le président de la République a été élu à 71%. Et sur la base de ces élections, la Constitution lui donne des pouvoirs énormes, surtout l'article 5 de notre Constitution dispose que le président de la République conçoit la politique générale de la nation. Alors, si tel il est dit ainsi, cela veut dire que le président a jugé certainement nécessaire d'organiser les élections régionales pour certainement parfaire le processus de décentralisation et achever l'édifice institutionnel tant décrié. Vous savez que, par exemple, cette décentralisation avait été prévue depuis la loi fondamentale le 18 janvier 1985, mais c'est 22 ans plus tard qu'on est véritablement rentré en plein dans le processus de la décentralisation. Alors, c'est donc pour dire quoi? La Constitution a donné ses pouvoirs au président de la République, c'est une très bonne chose, mais on pourrait quand même s'interroger sur l'opportunité. D'ailleurs, vous l'avez posé la question tout à l'heure. Je voudrais renchérir en indiquant que quand vous prenez les missions d'une élection, c'est-à-dire qu'en fait, une élection a 3 missions. Choisir les dirigeants d'un pays, première mission. Deuxième mission, sanctionner les dirigeants de ce pays si, en réalité, lors des campagnes électorales, ces dirigeants n'ont pas pu, assurer toutes les promesses qui avaient été prévues. C'est vrai que nous sommes dans le régime du mandat non impératif, parce que tout ce que le dirigeant vous promet, une fois qu'il est élu, il n'est pas tenu de vous restituer toutes ces promesses. Et maintenant, la 3e mission d'une élection, c'est la pacification des rapports entre le peuple, ou du moins les citoyens, et les dirigeants de ce pays. Alors, quand nous prenons donc cette option, vous vous rendez compte que dans un État, comme au Cameroun, la tenue des élections est une tenue des élections hiérarchisées. C'est-à-dire, on commence, suivez bien le développement, on commence par l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, ce sont les élections législatives pour voter les députés. Après les législatives, ce sont les élections municipales et régionales. Ça veut dire que les élections sénatoriales sont en dernière position. Pourquoi? Parce que le collège électoral qui vote les 70 sénateurs sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, en réalité, dans la hiérarchisation des élections,
les élections sénatoriales sont les dernières qui doivent être organisées. Or, dans le cas de l'espèce, vous voyez donc que nous sommes en train de mettre en place les élections régionales. On peut donc doublement s'interroger non seulement sur l'opportunité, mais aussi, comme je venais de l'indiquer tout à l'heure, sur cette hiérarchisation des élections. Et on se rend bien compte que l'opportunité ici soulève le dernier pan de la mission d'une élection, c'est-à-dire la pacification des rapports. Alors, comment peut-on tenir une élection pendant que le contexte n'est pas pacifié? Vous voyez, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord sur ce que l'État a tous les moyens. Je l'ai indiqué tout à l'heure, quand l'État décide de faire passer quelque chose, en tant que détenteur du monopole de la contrainte légitime, tout passe. Mais interrogeons-nous quand même. Les élections sénatoriales vont se tenir en 2025. Je peux bien m'interroger pour l'heure, quelle est l'opportunité, quelle est l'urgence? Pourtant, on a des problèmes sur la main, tels que les problèmes sécuritaires qui se posent avec acuité. Regardez aujourd'hui, on va aborder dans le deuxième point, dans le second point, Bamenda Clean. Ça veut dire que ça ne va pas de ce côté. Et l'État est déterminé à ramener dans la paix. Comment peut-on s'engager vers les régionales tant que la paix n'est pas revenue? Je crois que je ne suis pas en train de militer en faveur des options d'un leader d'un parti d'opposition, mais c'est une analyse qui peut me sembler froide dans la mesure où il faut quand même pacifier le cadre électoral pour permettre que les élections se déroulent dans la sincérité et dans la transparence. Maintenant, vous avez posé la question en toile de fond. Vous voyez aujourd'hui, M. Narcisse, les Camerounais se rendent compte qu'en réalité, il y a cette volonté du président de la République de pousser jusqu'au bout le processus de la décentralisation qui était resté uniquement sur la forme communale et pour justement basculer vers la forme régionale. Mais tout ça, c'est pourquoi le président estime que c'est pour rapprocher l'institution régionale auprès des populations afin que cette institution puisse remplir et accomplir les missions qui sont les siennes. Parce que vous savez qu'en réalité, contrairement à la décentralisation communale, la décentralisation régionale a ceci de particulier que c'est une décentralisation politique et qui se résume autour des intérêts locaux. Ça veut donc dire que quand vous regardez les missions qui seront conférées, qui sont allouées au régional, vous vous rendez compte que il y a la première mission, quand vous lisez le texte, c'est la mission de développement. Vous voyez donc après ça veut dire que le développement, après on rentre dans les autres domaines, développement économique, sportif, culturel, ainsi de suite. Donc, c'est une bonne chose, mais on peut quand même poser la question, on peut quand même poser le doigt sur l'opportunité de la tenue de ces élections. Si je maintiens Denis Kwebo au développement de Dr Luzon Essomba, il serait, comment on veut dire ça, logique et même intelligent de reporter ces élections, histoire de résoudre tous ces problèmes qu'on a, notamment la crise sociopolitique du Nord-Ouest et les problèmes de sécurité à l'extrême nord et à l'est du Cameroun. Ce serait la plus grave erreur politique en ce moment de ne pas tenir ces élections. Je vais invoquer un proverbe que je balade souvent ici. C'est que dans mon village, quand il pleut, on dit qu'il a plu. Et lorsqu'il fait soleil, on dit qu'il a fait soleil. Là, on vous installe dans la quadrature du cercle. Lorsque Biya a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux, vous avez suivi ce qui a été dit. Il a fait 1-2 fois. Vous avez suivi tous les débats qu'il y a eu autour. La condamnation était unanime sur le fait qu'il ne fallait pas proroger. Bien qu'on convoque le corps électoral, les mêmes avis reviennent. C'est-à-dire que ça, on appelle ça, chez les militants politiques, le raisonnement récurrent à contrario. C'est-à-dire qu'un raisonnement anormal qui revient toujours, c'est un raisonnement récurrent à contrario. Alors, en principe, on aurait pu dire qu'il y a autorité de la chose jugée sur le plan politique, lorsqu'un décret convoque les corps électoraux. Tous ces débats-ci auraient pu se tenir en 2016, lorsque les problèmes ont commencé au NOZO. On doit mettre sur la tête. Est-ce qu'il faut qu'on aille rapidement à l'élection présidentielle? Est-ce qu'il faut qu'on décide de la pyramide électorale pour, n'est-ce pas, créer des institutions qui répondent à toutes les aspirations du moment? Ce débat n'a pas eu lieu. Et il n'a pas eu lieu par malice. C'est-à-dire que l'embuscade voudrait que on calcule, on mise gros. Et on a misé gros en voulant
passé dans le trou d'une aiguille à la présidentielle. Ce n'est pas passé. Lorsqu'on a convoqué l'élection, le double scrutin, j'espère que vous avez compris, il y en a qui ont... C'est pour ça que beaucoup ne sont pas allés à cette élection. Ceux qui ne sont pas allés à cette élection ont su que ils voulaient la présidence. Alors, l'élection régionale qu'on convoque là complète l'élection municipale. Donc, ce n'est pas... C'est anormal qu'il n'y ait pas les régions. Alors qu'on a mis sur pied, il y a plus de déroulement, il y a le maire de la ville maintenant, et il faut qu'il y ait... Tout le monde a dit que l'urgence au Cameroun aujourd'hui, c'est la décentralisation. Alors, la plus grande institution qui consacre la décentralisation effective avec les régimes spéciaux pour le nord-ouest et le sud-est, c'est les régions. Donc, mais on ne parle pas d'annuler les élections, mais de les reporter le temps de résoudre les problèmes sécuritaires. Ça n'a aucun sens de dire le temps. Quand vous dites que le temps de résoudre les questions sécuritaires, c'est que vous êtes allé dans un laboratoire, vous avez paramétré tout et vous êtes revenu que la crise va finir dans 16 mois. Alors, tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit que le Cameroun est victime d'attaques internationales à la frontière. Pourquoi? Les attaques de Boko Haram, lorsque j'ai fait si vous allez voir les articles que j'ai fait sur Boko Haram, je crois que personnellement, j'écris Boko Haram entre guillemets. Je n'ai jamais écrit Boko Haram sans les guillemets. Tout le monde sait que Boko Haram camerounais, c'est un instrument politique. Et que la guerre au Nozo est une guerre politique. L'enjeu principal étant, n'est-ce pas, de mener une guerre à l'autorité établie à travers les fissures sécuritaires. Aujourd'hui, la seule chose qui fait que Paul Biya panique, c'est les bombes qui sont au Nozo et à l'extrême nord. Parce que c'est avec ça qu'on le tient. Je n'ai pas dit, on tient. Et en le tenant, on tient les Camerounais avec les guerres aux frontières. C'est pour ça que l'agenda du report, l'agenda des ennuis sécuritaires est poussé par ceux qui ne comprennent pas clairement que la guerre qui est à ces endroits-là est menée, ça a des velléités politiques. Il n'y a jamais eu une guerre de libération à l'extrême nord. Il n'y a pas une guerre de libération au Nozo. C'est une guerre qui a décapité deux régions. C'est une guerre qui a fait fuir tous les jeunes. C'est une guerre qui a valu qu'on vole tout ce qui appartenait à autrui. Et une guerre qui a valu qu'on égorge les gens et qu'on mange la chair humaine, ce qui n'avait jamais arrivé au Cameroun. Donc, on fait une guerre à un pays, à un État, et on dit à cet État, il faut que tu arrêtes d'abord la guerre. Celui qui fait la guerre demande à l'autorité établie d'arrêter la guerre. Et c'est surprenant, on n'a jamais vu un pays au monde qui a attaqué, où les personnes victimes de la guerre disent à une personne, à un individu d'arrêter la guerre. Personne, est-ce que vous avez vu quelque part des gens qui demandent à ceux qui font la guerre d'arrêter? Et le clou de mon raisonnement, c'est quoi? Le clou de mon raisonnement, c'est que, en demandant avec insistance qu'on résolve d'abord la crise sécuritaire, on est en train de légitimer la guerre qu'on fait au Cameroun. C'est-à-dire on encourage celui qui fait la guerre. Puisque au lieu de mettre la pression sur ceux qui font la guerre, on met la pression à ceux qui subissent la guerre. Ça devient un problème. Si j'étais à la place de Paul Biya, je ne ferais que les deux choses en même temps. Faire la guerre à celui qui veut faire la guerre, parce qu'on vous a attaqué, et vous êtes en situation de légitime défense, et en même temps, donner aux citoyens camerounais qui veulent la paix, qui sont épris de paix, ce dont ils ont besoin. Ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est des instruments de développement, et la mise en place de la région est le principal vecteur de ce développement-là. Ce n'est pas facile à comprendre. Pourquoi? Parce que les idées dominantes du monde, même à travers les médias, sont sponsorisées par les officines, justement, qui veulent que le compteur, l'horloge du Cameroun soit tenu par la fissure sécuritaire. Écoutez, votre développement de Nico Boès a dit que le MRC et le SDF qui invitent les Camerounais à boycotter ces élections, c'est de la manipulation? Le RDPC, le MRC et le SDF ont le droit d'inviter leurs partisans. Ils n'invitent pas la population. Ils invitent leurs partisans à ne pas voter. Avec beaucoup plus de chances pour le SDF qui a des conseils municipaux. Et le MRC étant dans la politique de l'opinion, puisque vous pouvez demander à un non-électeur de ne pas voter. Ok, d'accord. Donc, il ne faut pas... Et il y a des possibilités. Il y a le panéliste du PCN qui a dit, nous allons à cette élection pour communiquer.
Il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aller à une élection pour communiquer. C'est la même, chacun est dans la même dynamique. Celui qui dit qu'il ne va pas à l'élection, il est en pleine communication. Celui qui dit qu'il va à l'élection, et là, il y a un parti politique qui reconnaît que je vais pour communiquer. L'autre aussi boycotte pour communiquer. Et ça, nous sommes en démocratie. Docteur Faut accepter cela. Je vous ai vu bouger tête tout à l'heure. J'imagine que vous ne corroborez pas l'argumentaire de Denis Kobo. Pas totalement, parce que je vais vous prendre un exemple simple. L'option communale aujourd'hui de la décentralisation est encore problématique. Monsieur Narcisse, il n'y a pas une semaine de cela que nous avons vu un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre de la décentralisation. Ça accordant pour la nomination des receveurs municipaux. On a encore vu toutes les tractations que les maires soulèvent par rapport justement à cette question des décrets d'application du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées. Donc moi je dis, je l'ai indiqué dans le propos d'entame que l'État va faire tenir ces élections. J'ai indiqué l'impératif de décentralisation, de modernité de cette décentralisation. Mais je me suis quand même questionné justement sur cette opportunité à aller à l'urgence, puisque même la forme communale, aujourd'hui encore en train de faire problème, elle n'est pas encore totalement dans sa forme de perfection. Donc, moi je pense que retournons quand même vers les faits et disons que l'État a ses missions. Oui, on ne refuse pas, mais nous sommes quand même des Camerounais, nous traversons une crise. Quel est aujourd'hui l'intérêt d'avoir du sang qui se verse pendant qu'on veut forcément aller à une élection? Est-ce que nous sommes certains que le processus régional qui sera mis en place va véritablement apporter ce ouf ou bien cette bouffée d'oxygène auprès des populations? Voilà autant de questions qu'on se pose. Je dis, je ne veux pas être pessimiste, mais l'État a tous les moyens indiqués pour faire tenir ces élections régionales. J'ai indiqué tout à l'heure quelles sont les finalités qui sont liées ou attachées à ces élections. Mais je reste toujours sur ma foi en indiquant que l'opportunité quand même peut être questionnée. Alors, docteur Simon, on annonce les régionales pour le 6 décembre 2020. Quelle crédibilité peut-on accorder à ces élections, surtout quand on sait que les Camerounais continuent d'attendre de voir un peu plus clair sur les résolutions du grand dialogue national? Non, il est important, hein, ça il faut le dire très clairement, que déjà la tenue de ces élections régionales concourt, n'est-ce pas, à l'une des applications du grand dialogue national. Parce que dans ce grand dialogue national qu'est né le désir de vouloir mettre sur pied de manière concrète la décentralisation. Parce qu'elle est effective sur les papiers depuis 1996. Depuis 1996. Et Luisan l'a dit très clairement, 22 ans après. Il est hors de question qu'un citoyen doué de sens aujourd'hui ne soit pas en train d'acclamer ce processus, alors cette élection aujourd'hui. Parce que lorsque je suis le discours de Dr Luisan, vous voyez bien, il est dubitatif, c'est-à-dire c'est des hypothèses qu'il émet. Ça veut dire qu'il est conscient qu'à un moment, si l'élection a lieu et qu'elle peut assurer le développement des collectivités, des populations, alors c'est une bonne chose. Mais du moment où il reste dans le doute, il est important qu'on y aille. Il est extrêmement... Je ne vous coupe pas, en tant qu'analyste. Le doute, c'est pour notre analyse. En fait, je voulais simplement Je voulais simplement éclairer un point de vue. Ce sont des hypothèses qu'on émet. On se dit, il y a une crise, il y a un trouble, il y a une situation sécuritaire qui n'est pas stable, mais il est important du moment où on vous donne l'enjeu de cette élection. On vous dit, c'est pour impliquer davantage les populations dans la chose du développement local. C'est pour impliquer davantage les populations dans la gestion des affaires internes. Alors je crois qu'il est de bon ton que cette action se produise jusqu'au bout afin que chacun puisse se sentir concerné et impliqué dans l'évolution de sa localité. C'est de ça qu'il est question. Parce que si à chaque fois il faille mettre sur la table la crise anglophone ou alors les guerres du Nozo, on serait un tout petit peu en train d'oublier que le Cameroun est construit autour de 10 régions. Je ne dis pas que ces deux régions. C'est quand même à cause de ces crises anglophones que le grand dialogue national a eu lieu. Voilà, c'est pourquoi j'insistais en disant, je ne voudrais pas dire que ces deux régions ne valent pas la peine, non, parce qu'elles impactent, ces crises impactent le fonctionnement des 8 autres régions. Ça, il faut le décrire. Mais je crois que nous devrons vraiment, pour tout Camerounais, je dis encore doué de sens et de raison, devrons accompagner le chef de l'État dans l'exécution de cette dernière élection. Parce que c'est au moins le dernier élément qui montre concrètement, n'est-ce pas, l'envol
de la décentralisation au Cameroun. Et c'est important pour tous les Camerounais. On devrait s'y pencher sur ces élections-là. Alors Vincent de Paul, il dit toujours sur la même question. Hein, comment penser les élections régionales alors que les Camerounais ne sont pas fixés sur le statut spécial accordé aux régions anglophones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest? Le statut spécial va être l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire que c'est le minimum de consensus que le pouvoir en place, le minimum de concession ou alors le maximum de concession que le pouvoir en place a accepté de céder au cours de ce grand dialogue national. Les uns étaient pour la fédération, les autres pour la décentralisation, et on sait tous que c'est grâce à un ancien commis de l'État qu'on a trouvé cette astuce-là pour parler de statut spécial. Et donc, ces élections doivent bien avoir lieu pour que, enfin, les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest puissent avoir leur statut spécial. Mais je voudrais également rassurer le docteur Lison Essomba. Oui, le docteur Essomba, pour dire qu'en réalité, le collège électoral est connu. C'est-à-dire, on connaît le nombre d'électeurs. Donc, même dans une zone en guerre, il est facile de les encadrer et de les faire voter. Puisqu'on sait qu'au bout du processus, on va réussir à mettre en place des organes qui vont se charger de la suite. Puisque ce sera question à la fin que les régions puissent se prendre en charge, que les questions de développement puissent se discuter dans ces lieux-là. Et vous savez, tout le problème que pose la reconstruction du sud-ouest et du nord-ouest aujourd'hui, ça se décide où, comment, par qui, quelles sont les priorités. C'est donc le moment pour que ces deux régions puissent donc s'approprier cette reconstruction-là au moins, pour définir elles-mêmes leurs priorités et veiller à ce que cette reconstruction-là aille jusqu'au bout. Donc, sur ce point de vue, tout au moins, nous pensons que ces élections devaient aller jusqu'au bout. Et s'il fallait s'en tenir à toutes ces questions qui sont posées depuis 3 ans, on n'aurait rien fait. Il n'y aurait même jamais eu les élections présidentielles, puisqu'on posait comme préalable la résolution de la crise anglophone. Donc, ils sont présentés à cette élection, mais après, ils se sont rétractés. Donc, pour ce qui est de la participation ou de la non-participation des autres, en réalité, on dit les partis politiques concourent à l'expression. Ok, c'est une manière. Ils décident de s'exprimer en ne pas y participant. Bon, peut-être qu'ils ont tenu compte du rapport de force et se sont dit c'est perdu d'avance. Mais ce n'est pas le cas pour le PCN. Nous disons qu'on va à ces élections-là jusqu'au bout. Yannick Bon, on attendait, on se disait qu'on pouvait quand même avoir quelques bribes des résolutions du grand dialogue national, bien avant la tenue des régionales. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'aujourd'hui, on ne puisse pas avoir ces bribes-là de la résolution ou des résolutions du grand dialogue national? Et on parle plutôt des élections régionales. Narcisse, avec votre permission, il y a une philosophie politique qui gangrène les affaires de la cité en Afrique. C'est le messianisme. Le messianisme fait que tout le monde attend même des décrets qui ordonnent la faisabilité de ci ou de ça, qui ordonnent la fiabilité de tel ou tel autre processus. Je me détournais de cette question pour dire qu'il y a quelque chose qu'on élude depuis que les collèges électoraux ont été convoqués. La question aurait pu être, pour celui qui n'est pas, moi, il ne serait jamais candidat un jour dans ma vie. La question qui est intéressante pour moi, c'est, en tant que citoyen camerounais, quelles sont les opportunités que les régionales offrent à chaque région du Cameroun de se développer? Quelles sont les opportunités que les régionales peuvent offrir aux régions en crise de se remettre debout? Ça, on devait se poser ces questions. Parce que là, on a convoqué le corps électoral. Ce qui est fondamental, c'est la réponse à ces questions-là. Parce que après le 6 décembre, il y aura quoi? Bon, répondez dans cette question. Je réponds. On a j'ai beaucoup d'amis qui sont des hommes politiques, des femmes politiques de l'extrême nord.
j'ai suivi la crise de Boko Haram. La présidentielle n'a pas résolu les problèmes du développement à l'extrême nord. Les municipales ont permis aux barons qui tiennent l'extrême nord en otage, qui confisquent le pouvoir à l'extrême nord, de replacer leurs hommes. Les maires les plus décriés à l'extrême nord ont été réélus en 2020. Et on vous dit qu'on va mettre sur pied les régions. Avec des compétences étendues, tout à l'heure j'ai parlé des imbos, ce n'est pas une insulte. Il y a des incultes et des imbos qui ne peuvent pas participer à la gestion de la chose publique. C'est quelqu'un qui ne comprend rien à rien ne doit pas passer à la gestion de la chose publique. Or, le RDPC a la majorité et va gagner toutes les régions, très probablement. Est-ce qu'il s'engage encore à aller chercher les mastodontes du banditisme à l'extrême nord pour la région? Est-ce qu'il s'engage à reconduire tous les anciens criminels repentis qui ont applaudi quand Boko Haram venait? Est-ce que c'est eux qu'on va encore aller placer comme membres du conseil régional à l'extrême nord? Je prends l'extrême nord. On aurait pu parler de l'Est. On va au Nozo. Est-ce qu'avec tout ce qui a été dit au nord-ouest, au sud-ouest, le RDPC qui a la majorité des électeurs va chercher des personnes qui n'ont aucune prise sur la population du nord-ouest et du sud-ouest pour aller au conseil régional? Donc, on peut prendre un mal pour un bien en faisant en sorte que les jeunes du nord-ouest qui sont exprimés, du coup que le gouvernement camerounais est suffisamment intelligent, ils ont des cadres suffisamment compétents et intelligents pour comprendre le message qui est venu de la base. Tout le monde a compris ce que les jeunes du nord-ouest voulaient. Moi, au début de la crise, j'étais au nord-ouest, j'étais avec Mancho BBC qui disait « Ce n'est pas normal qu'en plein Bamenda, on voit les gens avec les balais, les feuilles de paille en train de nettoyer la rue. » Il existe aujourd'hui des appareils qui ne coûtent pas cher pour nettoyer la rue. Il y a eu un maire de la ville et désormais un président du conseil régional qui pourrait apporter de façon spécifique des réponses aux problèmes des populations du nord-ouest. Idem pour le sud-ouest. Et l'État du Cameroun, qui dispose de moyens souverains, élargis, étendus, sait exactement qu'on peut prendre des actes de délégation de pouvoir pour ajouter un peu au président de ces conseils régionaux, je veux dire, ajouter plus de pouvoir que prévu. Et ça, le chef de l'État peut le faire. Il peut décréter que, justement, voici ce qu'on met dans le contenu du statut spécial. Là-bas, contrairement à ce qui se fera à Douala, Yaoundé ou Bafoussam, voici ce qu'on pourrait faire. Voici comment est-ce que la culture anglo-saxonne peut, n'est-ce pas, être mieux, n'est-ce pas, appliquée dans ces deux régions-là. C'est possible. Donc, si on veut contribuer à la stabilité de notre pays, contribuer à la sérénité au pays, contribuer à restructurer notre pays pour qu'on n'ait plus toutes ces fissures qui coûtent cher à tout le monde, à chaque citoyen, y compris ceux qui ne savent pas qu'en réalité ils payent pour la guerre qui est en train de se faire. On devrait, n'est-ce pas, émettre des idées. Si moi j'étais dans un groupe comme les autres qui sont dans les partis politiques, je ferais des propositions concrètes à l'État pour dire voici ce que nous pouvons faire au nord-ouest, au sud-ouest. Le chef d'État peut même, de par ses prérogatives en tant que président de la République, décider que ces pouvoirs étendus au nord et au sud-est peuvent être aussi conférés à l'extrême nord, qui est quand même le plus grand bastion humain du Cameroun. On peut, quand on parle de démographique, on peut le faire. Et un État ne perd rien à se soulager d'un certain nombre de prérogatives pour reprendre l'initiative et reprendre la main. C'est possible. Donc moi, comme j'ai pensé que c'est vers ça qu'on devait tendre pendant cette élection, parce qu'il y a une tendance à créer le fait divers. Quand on parle de boycott et du chassement qui va se passer pendant cette élection, ça c'est des discours, c'est des faits divers politiques qui n'ont pour finalité que de frapper les esprits et après, on vous dira qu'il y avait des conditionnels. On ne peut pas développer un pays avec le conditionnel. On ne fait pas une révolution au conditionnel. La seule révolution qui se fait, c'est lorsque, de façon palpable, on va vers... Quand j'ai suivi le docteur, disons, très bien, dans son analyse, je crois qu'il y avait des ouvertures pour que, parce que l'État, en tout état de cause, fera l'élection, parce que l'État mettra en supérieur, je comprends quand même un certain nombre de dispositions pour adresser ces réserves-là.
si ces réserves-là sont adressées, je crois qu'il y aura plus beaucoup de problèmes. Parce que ce n'est pas le décret qui fait la décentralisation. C'est la volonté politique. Ce n'est pas le grand dialogue national. On peut faire 1000 grands dialogues, il n'y aura rien. Mais si l'autorité qui est au-dessus prend en compte un certain nombre d'aspirations, prend en compte le fait que les intérêts stratégiques du Cameroun sont au-dessus de tout, on peut, n'est-ce pas, aller même au-delà de ce qui a été proposé au Grand Dialogue national pour que le calme revienne. Donc, il est possible, et ça, c'est le rôle du chef de l'État, il est possible que des actes souverains soient pris pour ramener la sérénité au pays. D'accord. Sauf que ça ne va pas empêcher à celui qui veut faire la guerre de faire la guerre. Celui-là, on s'occupe de lui. Docteur Luzon Essomba, on va s'inspirer de l'argumentaire de Denis Kouebo. Oui. À quoi doit-on s'attendre après le 6 décembre 2020? Quand vous regardez très bien les statistiques, vous vous rendez compte que le seul parti aujourd'hui qui peut challenger le RDPC, c'est le PCN, qui dispose d'un nombre un peu plus élevé de conseillers municipaux. L'UNDP. L'UNDP. Oui. Bon, ok. En fait, parmi ces partis, il y a quand même le PCN, il y a l'UNDP. À mon sens, je pense que c'est les deux partis qui me semblent être un peu en pole position par rapport à ces élections. Vous convenez donc avec moi que après le 6 décembre, une fois que les collèges électoraux se seront manifestés par les voix de suffrage, ce qui est évident, c'est que la majorité déjà est acquise pour le parti au pouvoir, pour le RDP. C'est ça, c'est une évidence. C'est un peu comme si, comme on l'a dit, comme le dispose notre constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. On espère que tous ces partis qui vont concourir dans cette expression du suffrage auront donc la possibilité. Mais moi, je vois qu'un peu dans le centre, quand je fais un peu l'analyse de fond au regard du nombre de conseillers municipaux, je vois un peu que dans le centre, le RDP sera à challenger avec le PCN. Parce qu'il y a un nombre important quand même de conseillers municipaux. Et du côté de l'extrême nord, je crois que c'est l'UNDP qui peut challenger. Donc, si mes calculs sont bons, fidèles, les partis de l'opposition pourraient avoir sensiblement 2 à 3 présidents des conseils régionaux. En dehors de ça, tout sera raflé par l'UNDPC. Docteur Simon Marcel, que gagne le citoyen camerounais? Non, beaucoup. Je crois que c'est une élection qui met au centre le citoyen camerounais, ça il faut le dire. Et permettez-moi de faire un détour sur les questions précédentes. Moi je ne voudrais même pas qu'on regarde quel est le pourcentage du RDPC ou alors des autres partis d'opposition. C'est vrai, le RDPC a la majorité, c'est une évidence. Ça veut dire qu'elle aura un nombre assez considérable. Mais moi ce que je voudrais qu'on voie dans cette action, c'est que au terme de ces élections, c'est-à-dire au soir du 6 décembre, on va voir toutes les régions du Cameroun entrer dans une sorte de compétition. Moi, c'est comme ça que je voudrais qu'on voie la chose. Je dis bien toutes les régions du Cameroun, au soir du 6 décembre, entrer dans une sorte de compétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment, le RDPC a raflé certaines régions quelque part, et que le PCN en a pris une partie, ou l'UNDP en a pris une partie, à un moment, je vous dis, l'action des uns et des autres va impacter, je dis bien, l'action des uns et des autres va impacter le comportement de tous. Parce qu'on serait un peu dans une guerre où, ben attends, depuis que tel est après le conseil régional, vous voyez comment la ville est en train de se développer et la mienne est en train de sombrer. Et du coup, tout le monde va se lever, tout le monde va se mobiliser, tout le monde va se mettre au travail. Donc moi je dis, c'est une élection qui est gagnante-gagnante. Moi, je dis pour tout le monde. Les Camerounais devraient s'impliquer dans l'action. Le citoyen devrait se sentir impliqué dans l'action parce qu'au finish, à la fin de toute action, c'est lui qui gagne. C'est sa région qui est développée, c'est sa région qui bénéficie d'un certain avantage, c'est sa région qui va revêtir un visage nouveau. Donc, c'est une élection, je dis encore, qui amène, ou alors qui amènera tous les élus à se mettre au travail. C'est en fait là où on ne va pas jongler. Parce que pendant que vous jonglez, votre voisin d'en face est en train de faire un travail merveilleux. Et du coup, les Camerounais seront en train de regarder et dire, voilà, ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça. Donc je dis, c'est une élection qui mettra tout le monde au travail et qui rapprochera, parce qu'il faut le souligner, qui rapprochera davantage l'administration des populations. Donc du coup, c'est le peuple de plus lambda qui est au centre de tous les gains, de toutes les actions, de tous les bénéfices.
Vous parlez des gains, je veux bien comprendre. Vincent de Paul Yedi, en quoi est-ce que ces élections régionales sont-elles bénéfiques pour le citoyen camerounais, concrètement, au-delà de tout discours politique? Nous pensons que, concrètement, il y aura un droit de regard sur la gestion de la chose de la cité. Concrètement. Parce que les conseillers régionaux, comme on l'a dit, ils seront en charge de toutes les questions de développement qui concerneront leur région. Lorsqu'il sera question, je ne sais pas, peut-être de la construction d'une route entre le département du Cam et le département du Vouri, et que, entre-temps, l'entreprise qui est chargée de l'exécution de ces travaux ne s'est pas exécutée, il y aura des comptes à rendre à ce niveau-là. Donc, il y aura, mais beaucoup plus, nous allons assister à une confrontation entre les élus locaux et les agents de l'État, les représentants de l'État. Ça a commencé avec les communes, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Et j'ai bien peur que le Mindevel n'ait véritablement pas pris conscience du rôle qui sera appelé à jouer après cela. Parce que toutes les régions, tous les présidents de conseil, il sera le patron de toutes ces régions-là. Parce que jusqu'à ce jour, c'est le MINAT qui gérait toutes les régions du Cameroun, mais désormais, il y aura une dualité entre le MINAT et le Mindevel. Et à ce niveau-là, on aura donc forcément des confrontations au niveau de l'application des textes, au niveau de la gestion même sur le terrain, qui doit faire quoi, qui doit rendre compte à qui. J'ai entendu dire la dernière fois que le gouverneur va être obligé de se présenter au niveau de la région, comme les ministres le font devant notre Assemblée nationale. Il sera donc obligé de venir défendre les différents budgets. Il sera donc obligé de venir défendre les réalisations au niveau de la région. Et ce ne sera pas facile. Je crois qu'à partir de ce niveau-là, à partir du moment où les populations auront la possibilité de l'interroger directement, de l'interpeller directement, lui-même va être obligé également de faire un effort pour que les travaux qui seront confiés, pour que les tâches qui seront confiées soient bien exécutées. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les populations vont avoir une certaine bouffée d'oxygène parce qu'elles pourront, au travers des conseillers, interférer sur la gestion des choses de la cité. Vous voyez par exemple, la sortie Douala-Est entre Bonanjo et Yassa, cette route est en train de se détériorer. À qui est-ce qu'on peut demander des comptes là-dessus? À qui est-ce qu'on peut poser la question de savoir comment se fait qu'une route qui a été faite pour la Cannes, qui ne s'est même pas encore jouée, est déjà en train de se détériorer? Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, il sera beaucoup plus facile que ces responsables qui jusqu'à présent sont confortablement installés et ne sont inquiétés par personne, vont désormais avoir derrière eux ou devant eux les conseillers régionaux qui vont les interpeller à chaque fois qu'il y aura une situation qui est au détriment des populations. Denis Kobo, ces élections régionales vont-elles véritablement profiter aux populations camerounaises? Si oui, comment? Tout à l'heure, quand je parlais du messianisme, c'est cette tendance à déresponsabiliser les populations elles-mêmes. Vous savez, tout le monde disait que les dégâts du gouvernement empêchaient l'action des maires d'arrondissement. Les maires d'arrondissement qui ont été élus à Douala, pour la plupart, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renforcé la police municipale pour arnaquer la population. C'est la seule activité visible d'une mairie à Douala, c'est la police municipale. Parce qu'elle est partout. Elle est partout. Au lieu que, généralement, c'est du bétail électoral, les gens qui ont participé qui ont aidé soit à faire des fraudes dans les quartiers. On ne voit pas et on a vu que la mairie, une mairie de l'opposition est gérée à peu près exactement, je veux dire mal. Elle est gérée comme celle du RDPC. Alors, on vous a mis, on a élu un maire de ville. Le maire de la ville est là. Les populations qui sont capables, les Besquiniens, qui mettent des klaxons pour applaudir quand un artiste passe ou bien quand ils ont vu une star de foot, ne sont pas capables de mettre le même klaxon pour demander seulement que les caniveaux soient curés. Et que là, ce n'est pas par décret qu'on développe
une ville. Ce n'est pas par décret qu'on rend effective l'implication des populations. C'est les populations elles-mêmes qui participent à la chose en demandant des comptes. Là, il n'est plus question. Avec les gens, on ne va pas demander des comptes aux conseillers régionaux. On va demander des comptes au niveau de la région. Le président du conseil régional sera là. On pourra aller chez lui en tant que citoyen, demander pourquoi les choses ne sont pas faites, pourquoi elles ne sont pas bien faites. Et cette demande-là, elle pouvait être adressée au maire. Elle pouvait être adressée au maire de la ville. Elle pouvait être adressée à tout le monde, au sous-préfet, au préfet. C'est qu'au lieu que le combat camerounais, le combat porte sur notre quotidien, on nous a déjà ramené dans les choses spirituelles. C'est ça, on doit peut-être avoir une autre approche avec nos populations. À savoir que c'est elle qui détermine l'attitude, c'est la population qui détermine l'attitude du président de la République, l'attitude du Premier ministre, des ministres. L'autre jour, on parlait des 7 ministres qui sont allés à l'ESM. Pourquoi les ministres sont allés? Les ministres sont allés à l'ESM parce qu'on sait que désormais, vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous quand il y a quand même une crise quelque part. Et ça commence à bien faire qu'on voit les gens se lever. Demain, on a vu les inondations à Douala. OK. Le maire de la ville est sorti avec tous les corps constitués. Il faut que de plus en plus de citoyens camerounais sentent que dans son quartier, lorsqu'il y aura un problème, il verra soit le ministre arriver, soit le maire de la ville, soit le président du conseil régional. C'est ce qu'on attend. Il ne faut pas qu'on pense que il suffit seulement de donner un bureau, un grand bureau à tel nouvel officiel pour que les choses changent. Puis c'est chez nous que les choses doivent changer, nous les populations. Pour que les choses changent auprès des populations, il faut que les populations se mettent en ordre de participer, n'est-ce pas, à cette nouvelle dynamique-là. On ne participe pas à les idées. Moi, je ne suis même pas d'une région, je suis de toutes les régions du Cameroun. Quand nous sommes sur ce plateau, ce que nous disons là, c'est à l'endroit de tous ceux qui seront élus, quelle que soit leur région. Et sur tout à l'heure, on est vite passé sur la couleur politique. Là, il faut faire très attention aux couleurs politiques. C'est simple comme ça. Ce n'est pas la couleur politique. On parle d'une région. La région n'aura pas de couleur politique. C'est peut-être la philosophie de tel ou tel parti politique qui pourrait dominer dans la conduite des affaires de la région. Et notamment dans le centre où, comme le docteur s'en disait tout à l'heure, on sera obligé, parce que le PCN va rafler les conseils dans un certain nombre de départements, tels que ça se voit déjà. Au septentrion, il y aura même le parti de Issa Chiroma qui devrait pouvoir... il y aura des coalitions. Donc ça fait en sorte que désormais, tout le monde parle de l'émulation. Il y aura l'émulation. Tout ce qui se dit souvent, tout ce qu'on dit dans les débats, on n'a pas développé telle région, le on là. Désormais, ce n'est pas le on qui doit développer telle région, c'est qu'il y a un conseil régional qui est chargé de faire en sorte que des choses bougent dans la région. Donc on ne va plus accuser, on va accuser tel conseil régional qui n'est pas en train de faire correctement son travail. À ce moment-là, bien sûr, au niveau l'idéal serait que le parti dominant ne pense pas que le fait d'avoir le maximum de conseillers lui donne nécessairement la latitude de prendre tous les postes à pouvoir. On pourrait lâcher du lest ici et là pour que, en réalité, tout le monde participe. Parce que chacun a toujours quelque chose à apporter à l'édifice. Ce n'est pas le Parlement. La région, ce n'est pas le Parlement. À ce moment-là, il faudrait faire en sorte que... Il faut aussi penser à... Moi, je ne sais pas où est-ce que les régions vont prendre l'expertise. Les tâches qui sont celles des régions au Cameroun dépassent largement les compétences du personnel qui est en place actuellement. Si c'est avec ce personnel des mairies qui raquettent, aucune région ne peut se développer avec ça. C'est-à-dire qu'on va souvent recruter des membres de la famille ou les membres du parti politique dominant et ils vont aller arnaquer des populations. Il faut savoir que les compétences nécessitent que les régions développent des expertises. Il faut rapidement former le personnel qui pourrait travailler. Ce n'est pas les conseillers régionaux qui vont aller exécuter les tâches au quotidien. C'est du personnel de la région. Et ce personnel-là doit cesser d'être des gens qu'on prend au quartier, à qui on donne des chassures. Il faudrait que ce soit vraiment... Oui, je vois qu'il y a le docteur Lison Somba et Vincent de Poyede qui voulaient envie de revenir sur le propos de Denis Kobo. Vincent de Poyede, je préfère commencer par docteur Lison Somba, avant de vous donner la parole.
Denis a bien fait un développement, mais il semble un peu minimiser la coloration politique de la région. Parce que vous savez, lorsqu'on parle on vous dit déjà que le président du conseil régional sera un autochtone. C'est une considération politique. Quand on sait le rôle, vous savez, le Sénat est la chambre des régions. Et on sait aujourd'hui que l'institution sénatoriale est parmi les institutions les plus saillantes aujourd'hui de notre fonctionnement. Avec l'intervention du président de la République, vous savez que dans les 100 sénateurs, le président en nomme 30 de manière discrétionnaire. Donc il y a toute une bonne et une dose coloration du politique, ou du moins de la politisation de la région, donc qu'il ne faudrait pas négliger ici. Donc c'est peut-être un aspect important qu'il faut souligner. Et aujourd'hui, les régionales, comme tout processus de la décentralisation, c'est pour davantage rapprocher l'institution à côté des populations. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous étiez à même, vous naissez à Yaoundé, et qu'il vous faut aller, donc vous êtes à Douala, et qu'il vous faut faire votre acte de naissance à Yaoundé, vous voyez donc que tout cela devient compliqué. Et même dans la dimension du développement aujourd'hui, les investisseurs peuvent désormais directement négocier avec le président du conseil régional. Ce ne sera plus aller du côté du centralisme, c'est-à-dire de Yaoundé, pour aller négocier et venir. Donc, ce que l'auteur Simon a relevé me paraît intéressant, c'est-à-dire dans la mesure où aujourd'hui il y aura une sorte de compétition entre les différents présidents des conseils régionaux. Chacun va vouloir élever sa région à un niveau acceptable pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vincent Lepojede. Oui, je voulais quand même intervenir parce que Denis, là tout à l'heure, en parlant de ce qu'ont fait les mairies jusqu'à présent, c'est limité au niveau de la police municipale. Et étant dans une mairie, je ne peux pas laisser passer ça. Donc vous permettrez quand même que, pour ce qui est de la mairie de Douala-Croix où je suis, dire que au-delà de la police municipale, qui est effectivement en train d'être réformée... Aujourd'hui, il parlait de mandat personnel. Comment? Il parlait de mandat, il ne parle pas de ce. Ah, ok. Bon, je croyais qu'il s'agissait du mandat. Vous pouvez donc garder vos gants. Gardez vos gants. Docteur Simo, la presse locale, à l'instant de la nouvelle expression, a vite noté des incohérences entre l'État et des départements, parlant justement des populations et leur représentativité dans les différents conseils régionaux. D'entrée, cela ne fausse pas le jeu démocratique? Non, on ne peut pas parler de fausser le jeu à ce niveau. Mais ce qui est important, c'est inculquer ces valeurs de gestion des affaires de la cité aux jeunes, aux populations. Parce que c'est de ça qu'il est question. Même si le conseil régional est bien implémenté et que les personnes sont expertes, comme l'a dit Denis, rassurez-vous, si les populations ne sont pas intéressées par la chose régionale, si les populations ne sont pas intéressées au développement, aux affaires de la cité, rien ne marchera, rien ne bougera, c'est-à-dire des comptes ne seront demandés à personne. Donc je crois qu'il est important ici d'inculquer à la jeunesse camerounaise aujourd'hui cet esprit de développement-là, cet esprit de s'impliquer dans la gestion des affaires de la cité pour qu'afin chacun puisse se mobiliser et contrôler, n'est-ce pas, le travail de ces présidents régionaux ou alors de ces élus locaux qui seront installés au soir, en fait connus dès au soir du 6 décembre. Donc c'est ça qu'il est question, qu'on inculque ces valeurs d'implication en la jeunesse camerounaise, qu'on implique cette notion de vouloir s'intéresser au développement des affaires locales et je crois que le tout ira beaucoup mieux. Voilà, on va donc sortir de ce premier sujet. On soit avec Dr Luzon Essomba. Je vais donc inviter à un jeu didactique, s'agissant toujours de ces régionales. Alors, Dr Luzon Essomba, comment va se dérouler ce scrutin inédit au Cameroun? Oui, c'est un scrutin, vous savez, c'est un scrutin indirect, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le peuple camerounais qui va à l'élection, non. C'est un collège électoral, c'est le décret du président de la République est suffisamment clair, convocation des collèges électoraux. Et vous voyez que parmi ces collèges, vous avez les représentants du commandement traditionnel qui seront choisis par leur père et les délégués des départements qui seront élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que pas les conseillers, mais qui sont investis par les différents partis politiques. Voilà un peu le mode du scrutin. On va aller très rapidement. Oui, oui. Qui peut être candidat? Tous conseillers municipaux. D'accord. Et qui vote? Les votants, c'est justement les deux corps, c'est-à-dire que les représentants du commandement traditionnel et les délégués des départements.
Alors voilà, c'est vrai que la question quant à savoir à quoi serviront les conseillers régionaux, je crois que chacun essaie de donner son point de vue. Juste rajouter qu'on a en face de nous une élection sélective. Oui, c'est pourquoi on parle d'indirect. D'accord. J'espère que tout le monde s'est fait pour ce premier échauffement. Bien entendu. En fait, ce premier match, je voulais dire. On va embrayer sur la deuxième mi-temps. Juste après cette transition. Voilà. On va donc embrayer sur le deuxième sujet et le dernier. Opération Bamenda Clean. On en parle donc cet après-midi, on l'a dit. Est-ce une piste de sortie de crise, Vincent de Poyédé? Opération Bamenda Clean. Nous saluons d'abord cette initiative qui a été prise par les forces de défense et de sécurité avec les autorités de la ville pour faire face au fait de banditisme et de braquage qui est en cours dans ces zones ces derniers temps. Vous savez, à Bamenda, tout récemment, on déplorait, je crois que c'était le 1er septembre, on déplorait l'assassinat d'un inspecteur de police abattu en plein service. À Bamenda, les rapts se sont multipliés, les vols, les braquages, des assassinats, les mutilations et autres. Il était grand temps que l'État reprenne les choses en main. Donc, l'opération Bamenda Clean, de notre point de vue, c'est une opération qui vient restaurer l'autorité de l'État. Parce que nous avons pour ambition de diriger ce pays et nous ne voulons pas hériter d'un pays où l'État sera à genoux. Donc, nous militons pour que l'État reste debout, mais que toutes ces opérations-là soient menées dans le respect, justement, des droits humains, dans le respect des droits de l'homme. Nous disons quand même que les premiers fruits de cette opération nous reconfortent dans le fait que nous pensons que les fruits de cette opération-là vont permettre à cette ville de retrouver son calme d'antan. Et vous savez très bien, les périodes pendant lesquelles ces sécessionnistes opèrent, c'est à la veille de la rentrée scolaire, c'est à la veille des fêtes de fin d'année, et voilà les élections qui arrivent. Donc, ces élections-là et ces différentes circonstances vont les ramener à multiplier des initiatives pour essayer d'empêcher le bon déroulement des élections ou de la rentrée scolaire ou de cette fin d'année. Donc, cette opération vise justement à faire en sorte que les forces de l'ordre maîtrisent la situation, maîtrisent la ville, mettent hors de cette ville tous ces bandits de grand chemin, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Les sécessionnistes ne sont pas en ville. Les sécessionnistes qui étaient dans ces coins de brousse ont été débusqués là-bas par les forces de l'ordre. Ils ne peuvent plus faire face à notre armée, qui est restée très professionnelle, qui a appris durant ces 4 années et qui sait désormais comment se déployer sur le terrain de bataille. Maintenant, ils reviennent dans les villes maintenant pour lancer ces opérations de guérilla. Donc nous disons que Bamenda Clean, c'est une opération qui est la bienvenue et qui permettra à cette ville de respirer. Et d'ailleurs, les premières images qui nous viennent de là-bas nous montrent que à Bamenda 3, je crois, ça commence à circuler. Bamenda 1 aussi, c'est 2 qui étaient encore dans l'expectative, mais ça commence à aller. Alors, Denis Kobo, que vous inspire une telle opération? Tout en saluant le courage des forces de défense et de sécurité qui font en sorte que nous dormions en toute quiétude chez nous, il faut dire qu'on attendait ce type d'opération-là. On a dit que l'armée, les forces de défense et de sécurité sont des instruments de souveraineté de l'État. Et la souveraineté de l'État du Cameroun ne peut être magnifiée sur une partie du territoire, sur tout le territoire, que lorsque on a le contrôle du mouvement des personnes, du mouvement des biens. Et les bandes criminelles qui ont jusqu'ici tenu
en otage les populations à travers le NOZO, devrait s'attendre à ce qu'il en soit ainsi partout. Donc, en saluant cette opération, qui jusqu'ici se mène avec beaucoup de professionnalisme, il faudrait que le territoire camerounais, au nord de ce sud-ouest, soit libéré à chaque mètre carré. Il ne faut pas que ce soit le fait de Bamenda, il faut que chaque mètre carré de notre territoire soit sous le contrôle des autorités établies. Et pour l'instant, même quand on est en désaccord politique avec les autorités établies, un tel désaccord ne concerne pas les acquis tels que le territoire. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on est divergent sur tout, sauf sur le fait que le territoire du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Quand on dit que cela appartient à tous les Camerounais, la responsabilité, son contrôle incombe à l'État et aux institutions étatiques. Donc il faut que tout le territoire du nord du NOZO soit libéré sur chaque mètre carré. Ça veut dire qu'on attend qu'après Bamenda Clean, qu'on ait Kumbo Clean, qu'on ait Ndou Clean, qu'on ait Kambe Clean, qu'on ait Boyak. Il faut que les citoyens du Cameroun, de toutes les 10 régions, soient capables de circuler partout au Cameroun. N'en déplaise à ceux qui, en réalité, tiennent le pouvoir en otage avec le discours ambigu. Parce que tous ceux qui disent des choses bizarres sur le NOZO, c'est des gens qui pensent qu'en le disant, en instrumentalisant l'insécurité localement, on affaiblit les institutions. On affaiblit les institutions en donnant l'impression que c'est bien qu'on affaiblit. C'est les institutions qui sont affaiblies. Et si demain on donnait le pouvoir à Narcisse, à n'importe, disons, il ne va pas pouvoir opérer sur cette partie du territoire parce qu'il s'agit des actes d'agression qui interviennent pas ponctuellement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que le fait de penser qu'on peut résoudre cette crise comme ça, on ne peut résoudre cette crise que si ceux qui ont les armes comprennent que le Cameroun est dirigé. Alors s'ils ne comprennent pas que le Cameroun est dirigé, il faut que ceux qui ont la charge du pays aillent les convaincre de ce que le pays est dirigé. Et ça se fait à travers ces ratissages. Mais c'est des ratissages qui sont délicats. Il s'agit de combats de close range avec des gens qui peuvent, des snipers qui peuvent vous prendre au corps à corps. Donc, c'est une opération assez délicate, périlleuse pour les forces de défense et de sécurité. Et à ce moment-là, elle mérite que les citoyens puissent, n'est-ce pas, apporter leur soutien. Et c'est ce que nous faisons. Je retiens la délicatesse de cette opération. Docteur Simo, le jour dans sa parution du 8 septembre 2020, dit que cette opération lancée par l'armée camerounaise consiste à mettre hors d'état de nuire tous les miliciens et leur soutien dans la ville. Alors, comment va-t-elle s'y prendre, cette armée camerounaise, surtout quand on sait que ces miliciens se fondent souvent dans la population? Y a-t-il pas risque là de voir des innocents payer le prix de cette opération? Déjà, permettez, avant de répondre à votre question, de féliciter cette initiative parce que c'est une initiative extrêmement louable. Et je suis, ça je ne vais pas le cacher, très, je ne vais pas dire contente, mais étonnée qu'au moins je me retrouve sur un plateau qui épouse, qui reconnaît au moins que c'est une opération, déjà qu'il a été conçu même très clairement, opération spéciale. Ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Et comme disait quelqu'un, au grand mot, les grands remèdes. C'est de ça qu'il est question. Et que tous les copanélistes commencent à apprécier cette initiative, parce qu'il faut le dire, elle est la bienvenue, et les fruits même sont en train de se dessiner. Je crois que pas plus tard que hier, vous le savez, on a attrapé une cargaison, une voiture avec des armes. Donc voilà déjà le concept même clean, de propreté qu'on veut faire là-dedans. J'ai entendu des gens dire sur dans des réseaux, sur les réseaux sociaux, clean, ça veut dire qu'on va détruire toute la population, on va nettoyer Bamenda. Je dis, ben non, on va nettoyer Bamenda de tous les sécessionnistes, ça c'est évident. On va nettoyer Bamenda de toutes les personnes qui ne sont pas supposées porter des armes, mais qui les portent aujourd'hui. On va nettoyer Bamenda et permettez, ce n'est pas seulement Bamenda, c'est Bamenda et ses environs. Donc, c'est pour dire qu'on commence par Bamenda, le projet va se poursuivre à Boya, à Kombo, et partout, c'est Bamenda et ses environs. Donc, c'est une initiative qui est en train de porter ses fruits, c'est une initiative qui est en train de redonner de la confiance aux populations. Vous vous souvenez avec
je vais dire la mort du chef de gang, comment on appelle, MacDog, tout le monde était content, tout le monde a respiré un tout petit peu, tout le monde a manifesté une joie immense, parce que voilà des personnes qui empêchent les populations tranquilles de respirer. Voilà des personnes qui empêchent, qui développent la frayeur dans l'esprit des populations au jour le jour. Voilà des personnes qui créent la psychose dans la ville de Bamenda. Donc il est important que cette opération soit venue à point nommé pour éradiquer, pour détruire, ça il faut le dire, et ça sans pitié, sans pardon, toutes les personnes qui seront à l'encontre ou alors qui seront en marge du processus de paix développé par le chef de l'État dans cette région. Ça, c'est une évidence. Ma question, et on va y arriver. Et ma question, donc, pour vous dire très concrètement que cette action, vous allez voir que les populations vont commencer à avoir confiance. Parce qu'au départ, il y avait ce problème de crèche qui était développé dans cette partie du territoire. C'est qu'une fois que tu es en collaboration, alors que tu sois en train de donner des informations à l'armée pour sécuriser les populations, on vous traite de crèche, on vous traite de bandits, on vous traite d'appartenir à un autre camp. Donc maintenant, avec une action comme celle-là, les populations se rendent compte que l'État reprend le contrôle, que l'État reprend les choses en main, et l'État démontre, parce qu'en fait c'est un rapport de force qui a été établi, et l'État le fait comprendre que maintenant, on prend le contrôle, on prend les choses en main, et la population gagnerait à se ranger du côté de l'armée, du côté de l'État, du côté de la force positive, afin que ces terroristes, n'est-ce pas, se détachent ou alors disparaissent très tranquillement des zones, de la zone dans le Nozo, et que la paix revienne très tranquillement dans cette J'ai reformulé dans ma question. Je voulais dire qu'on a constaté que ces miliciens-là se fondent souvent dans la foule. Alors en ce moment, comment l'armée camerounaise s'y prend-elle? Permettez-moi de vous dire que lorsque l'opération s'est présentée, il y a eu interdiction des engins à 2 roues. C'est vrai, ils se fondent dans la foule. On est tous d'accord qu'ils ne vivent pas uniquement dans les brousses, parce qu'il va falloir venir se ravitailler de temps en temps, parce qu'il va falloir venir chercher de quoi manger de temps en temps. Donc il est important que ces personnes, ces individus de mauvaise foi, vont de temps en temps sortir des brousses pour entrer dans la foule. Mais au-delà de ça, de chercher de quoi manger ou alors de se ravitailler, il faudrait également dire que ces populations, alors ces citoyens, parce que c'est encore des citoyens camerounais, moi je le dis, qui ont simplement dévié de camp, ces enfants du pays ont également des familles dans la ville. C'est-à-dire, à un moment, ils viennent vers des familles, ils se rapprochent de leurs familles. Donc, il est important pour que l'opération trouve des résultats satisfaisants, que toutes les populations soient en adéquation avec les forces de défense, de sécurité. Parce que s'il y a communication, s'il y a communication concrète et parfaite entre les populations et les forces de défense, je crois qu'un ensemble d'informations sera donné pour permettre à nos forces de défense de mettre hors d'état de nuit tous ces individus-là. Docteur Zelsomba, c'est la même question. Elle ne m'avait pas encore écouté. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais bon, même si vous dites le contraire, la majorité... Alors, Bamenda clean, ça veut dire tout simplement Bamenda propre. Si on cherche la propreté, ça veut dire qu'il y a des saletés qui empêchent... Mais docteur, sauf que là, on est dans un contexte militaire. Hein. Oui, je prends une image, monsieur Nassir, je prends une image pour venir, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que propre veut dire que nos forces de défense et de sécurité doivent donc travailler dans le strict respect des conditions de droits de l'homme, le strict respect justement de l'éthique et de la déontologie, dans le strict respect du professionnalisme qu'on le connaît. Parce que je vais vous dire, vous lui avez posé une question, mais elle n'est pas allée au fond. D'où la pertinence de ma question. Enfin, nous avons 2 sortes de belligérants au nord-ouest et au sud. C'est-à-dire, il y a des combattants du Boko Haram, il y a notamment les brigands et les scélérats, c'est-à-dire qui ont profité de la situation justement pour essayer de pêcher en eau tourbe. Ça fait donc de sorte que, d'où donc j'interpelle le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir distinguer quel est l'ivraie du grain de l'ivraie, c'est-à-dire que pour que les innocents ne perdent pas innocemment de leur vie. Vous savez que il y a encore un cas hier. J'étais dans une boutique où je faisais arranger mon ordinateur. Une dame a reçu un coup de fil pour dire
on venait de tirer sur son frère. En fait, son frère était en fuite et il a reçu une balle au pied. Voilà, il n'est pas sécessionniste ou ambazonien, mais ça peut arriver que dans cette opération, il y ait quand même des brebis galeuses ou bien des victimes qui subissent des actes innocemment. Donc c'est pourquoi j'ai dit, très belle opération en soi. Monsieur Narcisse, on se rappelle qu'au début de cette crise, on a vu un État qui est rentré dans une logique totalement répressive. Et plus tard, on a vu l'État rentrer dans une logique de négociateur, État managérial, avec la mise en place de certaines institutions pour essayer de répondre à cela. Mais maintenant, je pense que le président de la République a compris qu'il faut monter d'un cap, d'un autre cap, lever le curseur pour que, en fait, que l'unité territoriale de l'État soit réaffirmée, que la souveraineté de l'État revienne et que notre constitution, qui est claire à son article 1er, le Cameroun est un État unitaire, est une république une et indivisible. Alors, tous ceux qui ont l'impression de pouvoir diviser l'État du Cameroun, l'État donc décide de faire réaffirmer sa souveraineté. Donc, nous sommes, pour tous ceux qui sont épris de paix et pour tous ceux qui sont soucieux de l'autorité de l'État, nous sommes tous d'accord de ce que cette opération se déroule. Mais nous appelons aussi à nos forces de défense et de sécurité de procéder à cette activité, à cette action, à cette intervention avec beaucoup de tact, avec beaucoup de professionnalisme. Si vous me permettez une seconde. Oui, docteur, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que ce professionnalisme ne peut être développé qu'avec la collaboration des populations. Ça, j'insiste sur ce mot-là. D'accord. Je voudrais noter que l'opération en cours est une opération conjointe de forces de défense et de sécurité. J'ai vu une note qui est signée commandant de la région militaire, commandant de la région de gendarmerie et le commissaire délégué régional de la sécurité nationale. C'est-à-dire que c'est une opération conjointe et vous savez que chaque composante de cette opération-là a une mission. La police contact, c'est-à-dire que toutes les missions d'intelligence, ils savent. Et ce qui est mauvais au Cameroun, je dis, et je vois beaucoup de gens jouer avec le feu, c'est que j'ai discuté un jour avec un ami policier qui me dit que bon, notre pays est miné aujourd'hui. Quelles que soient toutes ces velléités irrédentistes, le pays est miné. Le pays est miné parce que l'État du Cameroun peut, en temps réel, identifier tout ce qui sème les troubles dans nos villes. C'est que nous avons empêché aussi, quelque part, à nos forces de défense et de sécurité de faire leur travail depuis un certain temps. En tenant des discours galvanisants au bénéfice et au profit de ceux qui sèment le désordre, parce qu'on voulait avoir quelques likes, on voulait avoir de la sympathie dans les quartiers. Alors, quand on voit comment est-ce que cette situation se mène, on sait que c'est avec la collaboration, ce n'est pas le souhait. Cette collaboration est effective, sinon on n'aurait pas eu les résultats qu'on a eus. Parce que pendant que cette opération s'est déroulée, il y a d'autres opérations en cours dans d'autres points au sud-ouest et au nord-ouest, et avec beaucoup de résultats. Par le passé, les forces de défense et de sécurité ont aussi souffert d'un problème de collaboration professionnelle. Parce qu'il est arrivé souvent que telle unité fasse des opérations en solitaire, telle autre. Et quand on voit des communiqués conjoints, ça rassure tout le monde. Ça rassure la population de savoir que c'est en synergie que toutes les forces agissent, que ce n'est pas le fait de tel commandant ou de tel responsable, c'est le fait que l'autorité de l'État doit être respectée sur le territoire. Donc les opérations conjointes ont ceci de particulier qu'elles sont, ça crée de l'harmonie et ça peut permettre, dans l'échange d'informations entre ces différentes unités-là, de distinguer justement les paisibles populations de ces fauteurs de troubles qui sont en réalité localisés, mais leur confusion, c'est le fait qu'ils aillent se fondre au sein de la population rendait la mission des forces assez difficile. Il faut chaque fois renvoyer les populations devant leurs responsabilités. Si les gens veulent rester en paix dans leur quartier, il leur revient à eux de dire qu'il y a des mauvais éléments en leur sein. Alors vous ne pouvez pas garder chez vous des gens qui organisent. Quand on dit Mad Dog vivait où il n'était pas dans une forêt. Mad Dog était hébergé, protégé par des gens qui tirent une rente de son activité criminelle. Donc il faut que cela doit être valable pour tout le Cameroun. Lorsque vous êtes conciliant,
vis-à-vis de quelqu'un qui est en porte-à-faux avec les institutions ou avec, avec la loi, il faut accepter de subir toutes les conséquences. Si vous voulez être tranquille chez vous, même si c'est votre fils, ne gardez pas un braqueur dans votre maison. Alors, Dr. Nsomba, on va signaler que cette opération intervient au moment où le Congrès américain, à l'issue de sa 116e session tenue le 8 septembre 2020, insiste une fois de plus sur un dialogue inclusif entre les deux parties prenantes dans les régions, dans la crise au Nozo, on entend par là au nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Alors, cette sortie du Congrès américain peut-elle amener les décideurs camerounais à revoir leur stratégie dans la résolution de cette crise? Oui, à travers les images, nous avons eu près de 10 sénateurs américains qui se sont prononcés. Je crois que, non, 5 qui sont ouvertement, mais il y a 5 autres qui ont réagi plus tard, qui ont accompagné les autres, mais qui n'ont pas pris ouvertement la parole. Alors, vous savez que s'il faut faire une petite histoire, les sénateurs aux États-Unis représentent, j'allais dire, les États fédérés. Et vous savez, le Sénat est une institution très forte aux États-Unis parce que quand vous voyez les missions constitutionnelles qui sont conférées au président des États-Unis, vous vous rendez compte que les missions, les prérogatives des nominations ou des ratifications des traités internationaux, il faudrait forcément l'approbation du Sénat. Donc, c'est une institution très forte. Il ne faudrait pas négliger son action. Alors, si vous avez bien remarqué, les États-Unis ont toujours une influence sur la conduite des affaires politiques au Cameroun. Vous vous rappelez que en annonçant d'intervenir au Cameroun, le président de la République a précipité la tenue du grand dialogue. Et tout le monde le sait que c'était pour anticiper cette intervention des États-Unis sur le territoire français. Et on estime, vous savez déjà que lorsque une puissance étrangère vient agir ou intervenir dans un État, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a les risques de s'immiscer dans les affaires internes de l'État. Donc, il y a eu cette anticipation de l'État du Cameroun. Alors, la sortie de l'autre jour, les États-Unis, les 10 sénateurs ont été cinglants dans leurs propos. Ils ont autant tiré sur les forces de défense que sur ceux qui, aujourd'hui, veulent diviser le Cameroun. Et vous savez que cette institution, ce n'est pas la première sortie. Je pense pour ma part que l'État du Cameroun devait donc prendre très au sérieux cette sortie des sénateurs américains. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que c'est le Sénat ou des sénateurs? Non, ça veut dire que c'est les sénateurs, c'est-à-dire qui font partie du Sénat, qui sont membres du Sénat américain. Oui, parce que je vais tout à l'heure... Bon, vous reviendrez laisser... Je dis, c'est les sénateurs, ils sont membres de la Chambre sénatoriale. Des 100, il y a donc quelques-uns qui se sont prononcés. Et ce que je dis donc, c'est quoi? C'est que, regardez aujourd'hui, lorsque Thomas Zambi Comfort avait été horriblement assassiné, vous êtes toujours rendu compte que les États-Unis avaient fait une sortie, peut-être pas forcément les sénateurs ou les membres de la Chambre des représentants, mais ce pays a toujours fait une sortie concernant les crimes qui naissent du contentieux ou des rapports entre les populations de ce côté-là qui sont victimes des actes atroces des sécessionnistes et de l'autre côté l'État. Ça veut donc dire quoi? Moi, je pense, à mon sens, que l'intervention des États-Unis ici est un appel, est une interpellation pour le dirigeant camerounais de tout faire pour ramener la paix. Et si vous voyez aujourd'hui cette opération Bamenda Clean, je pense que ça va toujours dans le même sens d'anticiper sur les éventuelles interventions extérieures sur le territoire camerounais. Donc moi, je pense qu'il ne faudrait pas négliger cet apport ou bien cette interpellation des sénateurs américains, surtout que, je crois que c'est une autre chaîne de télévision, je proposais ceci dans la résolution de cette crise, c'est-à-dire que du côté de la Californie, par exemple, vous savez que la Californie, c'est un des pays les plus, je ne vais pas dire les plus capés, mais c'est un des pays les plus importants aux États-Unis. Et dans ce pays, il y a la forte diaspora camerounaise, surtout d'expression anglaise. Et lors d'un échange avec quelqu'un, il me disait, de ce côté, le Premier ministre fait l'unanimité. Cela veut dire s'il va de ce côté et qu'il tienne langue avec ces figures diasporiques camerounaises qui sont de ce côté, ce qui est évident, c'est qu'une amorce de solution par rapport à cette crise pourrait être envisagée. Surtout que, et il ne faudrait pas le cacher, tous les Camerounais le savent, c'est en Californie que les financements sont justement opérés
pour accompagner l'action des sécessionnistes. Donc, il y a là un intérêt pour le Premier ministre, justement avec le gouvernement camerounais, de voir dans quelle mesure envoyer le Premier ministre aux États-Unis, surtout en Californie. Je crois que c'est la 3e fois que je fais cette proposition. Et vous verrez que, après avoir pris langue avec tous ces gens-là, certainement, beaucoup de choses vont se révéler et la paix va davantage s'affirmer dans cette zone dite Kérélie. Oui, je dis qu'il ne faut pas faire de confusion entre les caucus sénatoriaux américains et le Sénat américain. Moi, j'étais allé au Sénat américain et c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Donc, si j'ai des problèmes avec le gouvernement du Cameroun, avec l'État du Cameroun, et que j'ai la possibilité d'être sur la place de Washington, je peux saisir un sénateur ou n'importe quel membre du Congrès de cette affaire et lui demander de prendre une position publique. Et ce qui est fait. Ça n'a rien à voir avec la position du gouvernement camerounais, américain, ou la position du Sénat américain. Parce que cette affaire, il y a beaucoup de débats en cours. On a débattu lorsque Tibor Nagui et autres parlaient ici. Et il y a des gens qui nous disaient qu'avec ce que Tibor dit là, les jours de biais sont comptés. L'activité sénatoriale américaine est comme l'activité diplomatique du ministère des Affaires étrangères au Cameroun. Ils prennent des positions, ils disent état des choses. Et il n'est pas arrivé que le Parlement en France demande aux Américains de dialoguer, par exemple, avec Al-Qaïda, ou qu'on demande aux Américains en Afghanistan d'aller dialoguer avec les talibans. Il y a une guerre au Cameroun. Quand on dit qu'il y a sécession, il y a un groupe de personnes qui disent « Nous prenons les 2 régions du Cameroun là, comme notre État ». Et celui qui a la charge de protéger le territoire camerounais dit « Cela n'est pas possible ». Et de part, Paul Biya n'a pas de choix que de défendre ces 2 régions. Ce n'est pas de son bon gré, c'est parce qu'il a été élu. Si Paul Biya décide aujourd'hui de concéder le nord-est et le sud-ouest aux ambassoniers, nous on lui fait la guerre. Nous lui ferons la guerre. Nous-mêmes on va aller dans les casernes pour empêcher que cela se passe en tant que citoyen. Donc il ne faut pas que peut-être qu'il y ait des malentendus quant au fait que c'est une obligation pour les autorités établies au Cameroun de défendre l'intégrité territoriale. Et les Américains sont représentés au Cameroun par l'ambassade. L'ambassade des États-Unis à Yaoundé sait exactement ce qui se passe sur le front. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a des gens qui sont en train de s'aimer la terreur et que par conséquent, et là, il est clair que le Cameroun doit faire ce travail-là, comme on a dit, avec professionnalisme, entre guillemets, parce que les Américains n'ont jamais fait ce travail avec professionnalisme, quelque part. Moi, j'étais tout récemment avec des prisonniers de Guantanamo. C'est bon de préciser. Donc, oui, ils n'ont jamais fait. Moi, j'ai été avec le témoin qui a été illégalement, de Al Jazeera qui a été illégalement détenu sans aucun mandat, sans titre ni droit à Guantanamo et qui a été libéré sans qu'on lui dise pourquoi il y était. Et je n'ai jamais vu les Français, les Allemands ou les Britanniques dire aux Américains que ce n'est pas normal que vous ayez des gens sans mandat sur le territoire d'un autre pays. D'abord, personne ne leur a donné cette base. Donc, parce que quand c'est le Cameroun, on se dit c'est un État... Bon, je vais peut-être citer les gens de RDPC. Quelquefois, la mauvaise gestion des affaires du Cameroun la mauvaise gestion des affaires du Cameroun par le RDPC fait qu'on nous dise n'importe quoi. Sinon, si le pays était vraiment sous contrôle des Camerounais, ce serait une grosse injure à notre pays qu'on vous dise que, bon, ok, comme il y a beaucoup de gens là-bas à l'extrême nord, il faut aller dialoguer. Si je suis président de la République, il ne sera pas envisageable de dialoguer avec quelqu'un qui décide de verser le sang des Camerounais et de prendre une partie du patrimoine collectif pour lui. D'accord. Ça, il faut que cela soit su. Alors, Vincent de Paul Yédé, on continue de parler de l'opération Bamenda Clean. Doit-on craindre des écarts de comportement de l'armée camerounaise quant à... On a rappelé que cette opération consiste, entre autres, à passer au peigne fin. Des maisons d'habitation dans cette partie du Cameroun. On va rappeler que c'est Bamenda et ses environs. Oui, en fait, la première difficulté qu'a rencontré notre armée en tout début de conflit était la non-collaboration des populations, qui elles-mêmes étaient consécutives aux exactions que nous avons tous vues des débuts de crise, qui ont créé une cisure entre les populations
et l'armée. Et les différents acteurs politiques ont exacerbé cette situation et fait en sorte que l'armée n'était plus la bienvenue parmi la population. Aujourd'hui, l'armée a appris de ses erreurs et elle est dans son assiette parce que notre armée fonctionne quand même, a été conçue sur le diptyque de armée-nation. C'est la défense populaire. Donc, notre armée est donc à l'aise lorsqu'elle collabore avec sa population. Elle l'a démontré dans l'extrême nord, lorsqu'il a fallu créer des comités de vigilance pour traquer les combattants du Boko Haram. C'est grâce à la participation de la population que l'armée a pu très rapidement prendre le dessus sur ces attaques-là. Actuellement, dans le nord-ouest, à Bamenda plus précisément, notre armée est en synergie avec les populations qui, il faut le dire ici, sont exacerbées par les actions des combattants sécessionnistes auxquels ces populations ont cru au départ. Parce que les combattants en venant disaient, ils viennent restaurer leur État, ils viennent défendre leurs intérêts. Mais très vite, ce combat a tourné en des actes de banditisme et c'est les civils, c'est les populations civiles qui payent les rançons, qui sont harcelés au quotidien, qui font les frais de toutes les atrocités. Donc, nous l'avons d'ailleurs vu dans le sud-ouest où les populations se sont catégoriquement opposées au retrait du BIR en estimant qu'elles ne se sentent en sécurité que pendant que le BIR est là. Donc, ces derniers temps, les populations avaient grand besoin de cette action-là. Donc, l'armée qui arrive collabore donc avec les populations, y compris, comme je venais de le dire, avec les autorités de la ville. Nous pensons qu'au terme de cette opération, les populations elles-mêmes qui collaborent, qui ont collaboré jusque-là avec les sécessionnistes, par peur, à cause de la terreur, parce qu'il faut le dire, depuis un certain temps, les actes de terreur et de barbarie se sont multipliés. Ces têtes tranchées, ces corps décapités qu'on plaçait en plein carrefour, avaient pour effet psychologique de tétaniser les populations et de les empêcher de collaborer avec l'armée. Et surtout que celles qu'on tuait, on le faisait au prétexte qu'elles étaient des black legs, donc des traîtres. Malheureusement, avec le temps, les populations se sont rendues compte qu'elles ne peuvent trouver leur salut qu'auprès de l'armée. Avec la multiplication, évidemment, de toutes les actions qui sont déployées par le gouvernement jusqu'à présent, qui ne suffisent pas encore, parce que, tel qu'on le disait, on ne décrète pas la fin d'une guerre. Mais c'est un ensemble de petites choses qui vont contribuer à la fin de cette guerre-là. Et on ne dira pas aujourd'hui que cette opération va conduire absolument à la fin de la guerre, mais elle y contribuera. Et les populations, elles seront les premières bénéficiaires, parce que dites-vous bien que lorsqu'on place une bombe artisanale avec pour objectif de passer un message à l'État, au gouvernement de Yaoundé, c'est les populations qui sont les premières victimes. C'est les populations de Bamenda qui sont les premières victimes. Lorsqu'on rentre et qu'on tire dans la population, c'est les populations qui tombent les premières. Les combattants de l'armée ont des pare-balles. Quelquefois, il y a des dégâts, mais la plupart des temps, c'est les populations qui en pâtissent. Et donc, nous pensons que cette opération, l'armée a grand intérêt. De toutes les façons, nous le souhaitons, qu'elle collabore avec les populations dans le respect de leur dignité, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de toutes les conventions pour que cette opération soit couronnée de succès. Vous parlez de convention. Docteur Simon, sur la même question, mais avec un rappel historique, lors d'une opération de ratissage à Bouya, on a vu des étudiantes violées, des étudiants dépouillés, traînés dans la boue par des hommes en tenue. Nous sommes là au cours d'une grève des étudiants, là, certainement souvenance. Ces étudiants revendiquaient de meilleures conditions alimentaires, entre autres. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas également tendre vers là
Non, on ne peut pas, parce qu'il Parce que là, je questionne la moralité. Oui, parce qu'hier, il y a eu une ces hommes situation et du coup, on se dit, on peut arriver à de telles actions. Aujourd'hui, non. Déjà, ce qu'il faut reconnaître, et ça, tout le monde devrait le savoir, c'est que dans tout corps de métier, il y a ce qu'on appelle les brebis galeuses. Donc, je crois que maintenant, 4 ans que la crise dure, 4 ans que les effets sont extrêmement néfastes, 4 ans que les conséquences sont gravissimes, je crois que le chef de l'État a un regard assez ouvert, assez poignant sur les comportements de nos forces de défense, afin que des comportements responsables puissent être observés chez ces individus-là. Parce que maintenant, vous voyez, il y a une symbiose qui se crée progressivement entre les populations et les forces de défense. Alors c'est l'occasion pour eux d'adopter ou alors d'afficher un comportement non seulement citoyen, responsable et surtout acceptable pour que la confiance s'accentue, s'agrandit et s'élève davantage. Donc je crois qu'avec toutes les sanctions qui ont été menées par le passé, et avec tous les cris et les ancres qui sont levés sur ces comportements par le passé, qu'aujourd'hui de telles actions ne puissent plus se reproduire. Donc je pense que cette initiative, comme je l'ai dit à l'entame, est encore louable et nos forces de défense devront les faire confiance. Ils ont retenu la leçon et ils sont là pour la sécurité, comme le communiqué le dit, opération spéciale de sécurisation des vies des citoyens. Et je crois qu'on va y arriver. Docteur Zosoma, doit-on totalement faire confiance à cette armée camerounaise? Vous savez, compte tenu de l'opération en face, de la sensibilité de cette opération, moi je pense, à mon sens, qu'il faut davantage accorder du crédit à cette armée au regard de la finalité, c'est-à-dire qui est celle de la sécurisation de notre peuple, de nos citoyens, de nos concitoyens qui sont de ce côté-là. Je crois que l'État du Cameroun on a vu avec ce qui s'est passé en Gouache, c'est pas en Garbou, on a vu que l'État du Cameroun avait justement tiré des leçons en sanctionnant l'armée camerounaise. Et je pense qu'à l'issue de cette sanction, cette armée a compris désormais que il faut rester dans les logiques justement du professionnalisme et de l'éthique. C'est pourquoi tout à l'heure je rejoins la logique dans l'intervention dans cette activité spéciale qui est entreprise. Je souhaite que cela se fasse dans le strict respect justement de la dignité humaine. Même lorsque moi je souhaiterais que nos forces de défense aient mis la main sur ces ambazoniens, je préfère qu'on les tienne captifs et qu'on les met dans les tribunaux, dans les geôles camerounaises. Parce que, en fait, les tuer, ce serait justement rompre avec les conventions internationales. Et vous savez que même quand vous êtes en combat et que l'ennemi a levé les mains, on ne peut plus tirer sur lui. Donc nous espérons simplement que tout cela doit être mis en branle pour que nous n'ayons pas dans cette opération-là des brebis galeuses qui vont payer le prix des gens qui veulent nous partitionner depuis un bout. Dieynné Kobo, toujours sur la question de la confiance. Alors, sur la question de la confiance, je crois que parfois elle peut être bâtie sur le type et la qualité d'information qui est reçue à travers le pays. Pour ceux qui connaissent un peu les zones d'opération, pendant qu'on parle, vous savez que quand on parle de l'armée américaine, personne ne parle de Guantanamo, de l'Afghanistan, personne ne parle de la mort de Kadhafi, personne ne parle de ces policiers blancs qui tirent uniquement sur des noirs. C'est pas comme ça qu'on va sur la police américaine comme la police Rambo qui est très angélique dans sa démarche. Par contre aussi, il est possible de façon palpable de voir tous les ponts qui ont été construits par le BIR, tous les ponts ceux qui sont construits par les BIR, les dallos qui sont faits par les BIR, les hôpitaux et même les permanence et les hôpitaux mobiles du BIR avec beaucoup d'enfants qui sont nés grâce aux infirmières qui sont sur le théâtre des opérations. On a vu tout récemment l'épouse et le fils et la fille d'un chef ambazonien qui avait été capturé au cours d'une opération, qui ont été, n'est-ce pas, réinsérés par les forces de défense. Je crois qu'on ne peut pas, on ne s'attarde pas sur les incidents de guerre. Les incidents de guerre, il y en aura. Généralement, ce qu'on regarde, c'est
est-ce qu'il y a des choses intentionnelles qui sont faites au détriment des droits des personnes? Quand on regarde le type de résultats que l'armée a aujourd'hui sur le terrain, cela confirme qu'il y a un regain de confiance avec lui. Confiance qui était rompue, pas parce que l'armée était contre le peuple, mais parce que la communication, on a présenté, on dit l'armée d'occupation. Vous lisez, les gens disent armée d'occupation. On présente l'armée nationale du Cameroun, les forces de défense, comme une force d'occupation. Tout à l'heure, j'indiquais le caractère conjoint de l'opération. Ça, c'est important et c'est l'élément clé de cette opération en cours et de la suite même des opérations au Nozo. À savoir que lorsque l'opération est conjointe, vous n'allez pas, ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé à l'université. Ce n'était pas les forces de défense et de sécurité. Quand un journaliste va faire le chantage à une personnalité pour prendre de l'argent, ce n'est pas les journalistes camerounais qui ont fait le chantage. C'est un journaliste qui l'a fait. Lorsqu'un gendarme, par exemple, un gendarme ou un militaire commet un acte de viol, ce n'est pas l'armée ou la gendarmerie. C'est un. Et la responsabilité pénale n'est pas collective. C'est sa responsabilité qui est engagée en tant qu'élément de nos forces de défense. Alors maintenant, l'opération conjointe fait en sorte que tout le commandement soit là. C'est que le chef de la police locale a signé, le chef de la gendarmerie locale a signé, le chef de l'armée a signé. Et dans ce type d'opération-là, il n'est pas possible d'avoir des actes isolés comme ceux qu'on a eu par le passé. Parce que les policiers ne vont pas laisser que les gendarmes fassent des choses, les gendarmes vice-versa, et les militaires aussi. Et justement, il y a aussi ce qui peut être considéré comme la qualité de l'encadrement des troupes. Dès le début de la crise au Nozo, les forces étaient affolées parce qu'elles ne s'attendaient pas à cela. Les forces des gens, les éléments de police, des gendarmeries, de l'armée, se sont retrouvés au centre d'une guerre qui ne disait pas son nom. À ce moment-là, la coordination est difficile. Les troupes ne savent même pas pourquoi elles sont. Elles étaient parties pour une grève des enseignants et des avocats. Et à un moment donné, on se retrouve avec des projectiles ou des bombes qui explosent. Et là, ça devient difficile. Aujourd'hui, on est en situation de guerre. Et il y a quand même un mode opératoire avec des consignes qui sont données. Et lorsque la consigne est donnée à un détachement, avec un dispositif conjoint, là, on a plus de chances que personne, de façon isolée, n'agisse sans son nom. Parce que là, les gendarmes, policiers, militaires descendent dans les quartiers, rue après rue, maison après maison, ensemble. Là, je veux dire qu'à ce moment-là, il est difficile des cas de comportement. Alors, pour sortir, on a encore 3 minutes, 4. Chacun aura 1 minute de prise de parole. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir de Bamenda et ses environs, partant de l'opération Bamenda Clean, docteur Simon Marcel? C'est important. Ici, à l'entame, nous avons de commun accord dit que c'est une opération à saluer, une initiative à apprécier. Et rassurez-vous qu'avec la collaboration des populations qui se voient de plus en plus effectives, on va aller progressivement à un retour à la paix. On va aller. Heureusement, le conseiller l'a souligné, ce n'est pas cette opération qui va éradiquer la guerre dans le Nozo, mais elle va contribuer, n'est-ce pas, à la réduction des comportements violents, des comportements déviants. Et progressivement, les populations vont prendre confiance et se trouver dans un Bamenda qui était hier beaucoup plus gai, beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Vincent de Poyédé? Nous pouvons souhaiter qu'un apaisement, une accalmie, parce que c'est une opération qui nous rappelle le commandement opérationnel à une certaine époque ici à Douala. Et si la ville de Douala est calme à ce jour, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a été obligé de monter d'un cran. Donc, c'est tout le mal que nous souhaitons à Bamenda, que cette ville connaisse aussi des moments d'accalmie, comme ça a été le cas à Douala après l'opération du commandement opérationnel. Docteur Luzon Essomba. Oui, cette opération va viser à apaiser les tensions. Je dis bien apaiser les tensions, mais je ne suis pas pessimiste ou défaitiste. Elle ne va pas totalement arrêter cette guerre. Je pense qu'au-delà de cet aspect de Bamenda Clean, de cet aspect, il faut davantage, j'allais dire, encourager et renforcer la négociation.
C'est un aspect qu'il ne faudrait pas totalement éluder. Après cela, il faut renforcer les négociations. Et comme le disait un célèbre auteur, vaudrait mieux 100 jours de négociations qu'un seul jour de guerre. Guinée Kobo. L'État du Cameroun, en observant ce qui se passe sur le terrain, doit savoir qu'il n'est pas agressé uniquement par ceux qui tirent sur la foule, qui arnaquent les populations. Si la guerre n'était que le fait des combattants sécessionnistes, et ce sera arrêté depuis 2 ans. La guerre continue parce que nous sommes victimes d'une attaque internationale. Il faut que cet élément-là soit pris en compte, que l'État du Cameroun se prépare à mener la guerre à ses agresseurs internes et extérieurs. Ça, c'est une chose. Et que l'État également renforce sa proximité avec les Camerounais anglophones de bonne foi qui ne veulent que la paix pour participer au développement de ce pays-ci. Il faut donc allier notre lutte souveraine pour la protection de notre territoire avec le fait que nos populations sont nos frères, sont nos sœurs. Il faut que le dialogue politique soit accentué avec les Camerounais de bonne volonté qui vivent sur ce territoire-là. Et c'est vrai qu'il paraît que dans le cadre régional, il est possible, au lieu d'aller prendre des militants clientélistes qui vivent dans la rente du RDPC, chercher des jeunes de bonne foi qui sont écoutés, et c'est à eux qu'on devait, n'est-ce pas, c'est eux qu'on doit maintenant mettre sur les listes, c'est à ce type de personnes qu'on devait confier les rênes des régions qui vont être mises sur pied avec un statut spécial. Si on reprend les gens qui en réalité sont en embuscade, qui jouent entre la sécession et leur appartenance à l'État central, on n'aura jamais la paix. Il faut donner la force à ceux qui veulent la paix. Et ceux qui veulent la paix, là, ils ne s'expriment pas beaucoup parce qu'ils ont peur. Il faut leur donner la force en leur donnant, confiant les rênes des régions et des conseils. Docteur Simon Marcel, merci d'être passé par ici ce dimanche. C'est un plaisir et toujours renouvelable. D'accord. Merci également au docteur Luzon Essoba. C'est bien moi. Merci. C'est moi qui vous remercie. On remercie aussi le conseiller municipal PCRN qui était de notre séjour. C'est une première. Oui. À moins que je me trompe. Non, c'était une première et merci pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter. Cet honneur sera renouvelé. Alors, j'imagine que le PCRN se porte bien. Absolument. D'accord. Denis Kobo, merci réellement d'être passé par ici ce dimanche. Ce fut un très bon débat. J'aime rester là où on construit quelque chose, au lieu d'être avec des gens qui viennent se donner un spectacle. La télévision, la bagarre n'a pas d'importance. Ensemble, on aura rendez-vous dimanche prochain. Oui, je ne peux plus la télé, le chant doit attendre souvent les week-ends. D'accord. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de cet hebdo. Rendez-vous prochain dimanche, même heure, même chez la télévision. On va dire merci à Erin Gando qui a assuré la réalisation, caméra et son. Ce jour, c'était l'affaire de Tibu Emmanuel. Notre maquilleuse était autre personne que Mébel Chimi. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Rediffusion ce soir, 20h30 depuis demain, 13h30. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.